Hello à toutes et tous, alors hors série, quel que soit le flux sur lequel vous êtes connectés, hors série qui revient sur le Marathon Cast. Vous le savez très certainement, si vous nous suivez, Marathon Cast qui s'est déroulé le 16 et 17 novembre dernier. Plus de 27 heures de stream ininterrompus de podcasteurs qui se sont reliés pour faire leurs émissions et dans le but donc de ramener des dons pour l'association Espoir Autisme 94 pour aider les enfants qui en ont grandement besoin. D'ailleurs, je rappelle que vous pouvez toujours donner, vous pouvez toujours aider l'association à cette adresse don au pluriel, dons.marathoncast, tout collé.fr. Je répète, don.marathoncast.fr. Et puis n'hésitez pas à vous abonner sur le compte Twitter, la page Facebook, etc. Vous tapez Marathoncast, vous allez retrouver ça tout de suite. Et puis il y a aussi le site avec toutes les vidéos qui vont arriver. Elles sont déjà peut-être même disponibles au moment où vous écoutez cette émission, marathoncast.fr, où vous pouvez retrouver tous vos podcasteurs préférés en vidéo. C'est pas merveilleux. Donc là, l'émission qui va suivre comprend 2 segments. Le premier a pour but d'en savoir plus sur l'autisme. Vous le verrez, il y a des invités prestigieux. L'école derrière l'association Espoir Autisme 94 est présentée. Et en deuxième partie, un segment qui s'est appelé Royal Rumble, où l'on va continuer à parler de l'autisme, un peu plus dans le quotidien, de ceux qui en sont impactés également. Vous pourrez m'y entendre notamment avec mon épouse Natacha. Coucou, moi c'est Bruno, puisque nous sommes aussi directement concernés vu que notre fils Axel, notre champion, est autiste. 2 segments donc pour en apprendre plus sur l'autisme, dans la joie et dans la bonne humeur. Vous allez voir, ça rigole, c'est la bonne ambiance. Nous vous remercions tous pour vos futurs partages. C'est très important de faire connaître la cause, une cause qui est hélas trop souvent méconnue. Donc je n'en dirai point plus, je suis déjà trop bavard, je vous laisse donc avec ces 2 segments, et en passant, je vous fais la bise, car ça ne mange pas de pain. Allez, ciao. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Marathon Cast 2019, première édition du Marathon Cast, un marathon de podcast non-stop pendant 28 heures pour récolter des dons pour une association. Et cette année, c'est une association qui aide les familles touchées par l'autisme. Je vais d'ailleurs saluer tout de suite Tina à côté de moi, qui est la présidente de l'association Espoir Autisme 94. Bonjour. Comment ça va? Un peu stressé? Non, ça va aller. Non, parce qu'en général, quand on dit un peu stressé, ça stresse davantage la personne. C'est exactement ça, mais ça va aller. Juste à côté, nous avons nos parrains de l'événement, Françoise Cadol. Bonjour. Faut dire un peu plus de mots parce que les gens, ils te voient pas forcément tout le temps, par contre ils t'entendent beaucoup. Je suis ravie d'être là et de soutenir cette démarche. Voilà, on va laisser aux gens un peu quelques secondes pour essayer avant de dire. Ouais. Eric Missoff à côté, très sérieux Eric aujourd'hui comme d'habitude. Toujours. Une blague Eric? Pas du tout. Mais si Tina veut, parce que je pense que Tina est un peu froid, si Tina veut, et sinon, comme François, je suis très content d'être là et de soutenir cette cause aussi. Parfait. Voilà. Pour soutenir la cause, il y a également Robin à côté qui fait partie aussi de l'association. Bonjour. Oui, moi je fais partie de l'association. En fait, je suis bénévole, donc voilà, j'aide Tina dans l'association de manière générale, voilà, okay. Tout simplement. D'accord. Et tout en bout de liste, nous avons Monsieur Nostal, qui est le papa du Marathon Cast. Ah, le papa, oui, à l'initiative, mais je suis loin d'être seul. Donc oui, c'est moi qui ai lancé l'idée, on va dire, et qui ai rameuté tous les gens qui sont là, en fait, tout simplement, voilà, qui m'aident énormément sur cet événement. C'est ça, un événement dont le but est de récolter des dons, comme je l'ai dit. Évidemment, pour l'association. On va en récolter toute la journée et même toute la nuit et même un peu demain. J'ai le programme, le programme est sur marathoncast.fr, donc je ne vais pas tout dire, mais c'est une succession d'émissions qui sont toutes bien. Juste après nous, il y aura Super Gamerside par exemple. Il y a tout au long du Marathon Cast aussi des lots à gagner. C'est-à-dire que si vous faites un don de 15 € minimum, vous êtes inscrit à un tirage au sort. Ce qui permet au bout d'un moment de repartir et tout en ayant servi la bonne cause. Là, on est jusqu'à 14h45. Il y a gagné le Guide FR, Secret of Mana, No More Heroes 1 et 2 sur Wii, dédicacé par Souda51, et un Amiibo Megaman. Donc, pour un don de 15 € minimum, vous pouvez repartir avec ça. Vous serez contacté directement après le direct. Tout va bien pour l'instant? Très bien, oui. Jusqu'ici, tout va bien. Parfait. Tina, qu'est-ce que c'est cette association? Pourquoi il faut donner? Pourquoi les gens doivent se ruiner un mois avant Noël? Très bonne introduction. Déjà, merci de nous avoir invités. Merci pour tout ce qui est fait pour les enfants de notre association. Donc, je gère cette école depuis 10 ans. C'est une école pour enfants autistes. Quand on a ouvert il y a 10 ans, nous étions la première école en France pour enfants autistes, non subventionnée par l'État, école privée.
Donc je l'ai créé puisque mon petit garçon, à l'époque de 5 ans, on n'avait pas de solution, on n'avait pas d'école. Il n'était pas intégrable, hein, on ne pouvait pas le mettre. Donc j'ai créé cette structure. Je me suis dit qu'au lieu qu'il soit tout seul toute la journée à la maison, je préférerais qu'il passe ses journées avec des copains, qu'il aille lui aussi à l'école. Donc j'ai été voir le maire de ma ville et en 2 mois, j'ouvrais la première école en France pour enfants autistes. Donc je ne suis pas subventionnée par l'État. J'ai 150 000 € de budget annuel D'accord. et je me bats tous les mois pour pouvoir payer mes éducateurs. J'ai 10 enfants. Il faut savoir que tous les débuts de mois, je commence le mois sans l'argent des payes du fin de mois. Donc on rame, ça fait 9 ans. On est sur la 10e année. Je n'ai pas l'intention de baisser les bras. Donc on continue. Je remercie Mike d'être à l'initiative de ce projet. Et puis merci à tous de nous accueillir. Merci aux parrains qui sont là, qui ont fait le déplacement pour nous, pour les enfants surtout, puisque moi, je suis que la représentante. Et voilà. D'accord. Donc objectif là, des dons à la fin du week-end, 150 000 €. C'est ça. Il nous faudrait 150 000 €. On aurait une année garantie, ce serait top. Sachez que l'argent sert à payer les éducateurs, à acheter le matériel. Voilà, c'est de l'argent. Moi, je mets personnellement de ma poche entre 50 000 et 70 000 € chaque année. Donc l'argent est vraiment utilisé. Il y a un site Facebook où vous pouvez suivre tous les jours les progrès des enfants. Donc le Facebook Espoir Autisme 94. Vous y voyez tout l'argent qui est donné, comment il est utilisé, à quoi il sert, puisqu'il y a tellement d'associations qui utilisent l'argent et qui détournent. Nous, tout est montré en direct. Quand on fait un don, on dit on veut acheter un iPad, on achète l'iPad, on le montre. Tout est fait et montré aux gens en cohérence. Voilà. Okay. Ça veut dire qu'on peut pas se barrer avec la... Tu vois, je t'avais dit, Nostal, qu'on pouvait pas se barrer avec la boîte à dons aujourd'hui. Non, bah écoute. On le fera pour une prochaine. Oui, pour une prochaine asso. Pour une autre cause. Pour une autre cause. Sachez aussi qu'on est reconnu par l'État, donc pour tout don supérieur à 100 €, on peut remettre des reçus fiscaux. Donc voilà. Oui, c'est bien de le préciser. Voilà, donc ça peut aider. Oui. Ça, c'est les dons. Précise peut-être pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc c'est une déduction fiscale, 66%. Voilà, que vous déduisez du net de vos impôts en bas. Donc c'est très intéressant. Je vais quand même préciser, c'est valable pour les dons qu'on te fait en direct. Les dons aujourd'hui, ça ne sera pas le cas. Tout à fait. S'il y a des dons autres directement à l'association Espoir Autisme. Mais pour les gens qui donnent en ligne, ça ne sera pas le cas parce que en ligne, effectivement, ça sera trop compliqué. Il y a un relais. Ouais. Est-ce que tu aurais des exemples concrets d'un ou deux enfants qui sont passés par ton école et après ce que ça a donné, ce que tu leur as rapporté, qui ont pu retrouver un cursus normal? Entre guillemets, en tout cas. Normal, oui, bien sûr, j'en ai tellement, on en a eu... des belles histoires. Quoi. Oui, environ 60 enfants sont déjà passés par mon école, puisque le but, ce n'est pas de les garder chez nous, mais de les réintégrer dans la vie. J'ai l'exemple d'une petite fille de 3 ans qui est arrivée chez nous, qui ne mangeait pas, elle était nourrie par sonde, elle ne parlait pas, elle n'était pas intégrable dans une école. On a travaillé au quotidien tous les jours. Aujourd'hui, elle mange avec son couteau, sa fourchette, de la viande, des légumes. Elle est à l'école maintenant, avec une AVS soit, mais elle est réintégrée, elle parle. Voilà, elle va très bien, elle évolue et c'est une grande victoire pour nous. D'accord, et c'en est une parmi c'en est une parmi d'autres, voilà. C'est quoi une AVS ? Une AVS, c'est une assistante de vie scolaire. D'accord. C'est une jeune fille ou en général une dame qui va assister les enfants dans la classe pour les aider à s'intégrer. D'accord. Et il y a combien d'enfants dans l'école ? Donc nous, aujourd'hui, on en a 10. Et là, on est sur un projet de création avec la Fondation Perce-Neige d'une école de 30 enfants supplémentaires sur Villecrène. Voilà, donc le dossier est aux ARS et il évolue bien, on espère, pour 2021. Pouvoir donner 40 places supplémentaires aux enfants, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, sans faire de publicité, j'ai plus de 120 enfants sur liste d'attente. Ok, pour une dizaine de places. Voilà, pour une dizaine de places. Et tu n'as aucune aide de l'État Alors, je vais parler vite et mal. Je dois avoir 3-4 mairies qui me donnent 1 000 € à l'année. Ce qui est très gentil. Hein. Ce qui est très bien, on les remercie. Mais au niveau de l'État, il n'y a rien ? Non, rien du tout. Et le département fait rien ? Non, du tout. On me félicite, on vient me voir, on fait des photos avec moi, on me dit que c'est très bien ce que je fais. Mais par contre, ça n'aboutit jamais. Donc n'hésitez pas, vous qui nous suivez en direct, don.marathoncast.fr, c'est le lien à retenir pour faire des dons pendant ce marathon-là de 28 heures. Comment on peut t'aider en dehors de l'argent ? Est-ce que tu as besoin de mains, de bénévoles, Oui, on a toujours besoin de bénévoles puisqu'on fait beaucoup de manifestations nous aussi. Donc on organise des lotos, des ventes. Je fabrique des petits bracelets que je tisse moi-même.
Donc on les vend, donc on a besoin de bénévoles pour déployer tous ces bracelets. On a aussi besoin de bénévoles auprès des enfants, donc à l'école, pour aider au fonctionnement, pour quelques heures de ménage, pour aider aux ateliers, peinture, musique. On les emmène aussi faire de l'équithérapie, du cheval, donc on aime bien être accompagné aussi, plein de choses comme ça. D'accord. J'ai une question. Il n'y a pas des entreprises qui vous aident? Si, heureusement. Donc, moi, je suis chef d'entreprise dans le TP. Et à chaque fois que je vais acheter une machine ou quelque chose, je vais mettre mon fournisseur en concurrence. Je vais lui dire, je t'achète une machine, mais en contrepartie, il me faut un peu de sous pour les enfants. Et en général, j'arrive à avoir des dons comme ça par ces sociétés-là, qui correspondent à peu près à 15% des 150 000 € annuels, mais qui sont loin de suffire à ce qu'on a besoin à l'année, quoi. D'accord. Robin, c'est pas trop difficile d'être bénévole dans cette association? Non, c'est pas difficile parce que après Tina, c'est une amie à moi depuis 1 an et demi presque maintenant et c'est juste faire partie d'une cause difficile. Non, après il y a des mots qui sont moins agréables que d'autres dans le sens où par exemple quand on va récolter des dons ou quoi que ce soit de ce genre-là, il y a des personnes qui sont pas réceptives et qui parce qu'elles n'ont pas d'enfants autistes et etc. Ne veulent pas participer et sont pas désagréables mais on sent qu'il y a un petit rejet, une sorte de rejet qui est là quoi. Et donc voilà, après difficile non, c'est une question d'avoir envie de le faire ou de pas avoir envie de le faire tout simplement quoi. Après que ce soit difficile ouais, parce que voilà, faut aussi un emploi du temps, il faut se libérer du temps, du planning. Ouais, après on travaille ensemble avec Tina, du coup moi je l'aide en permanence sur l'association et on travaille à côté ensemble, donc c'est pas un problème pour nous. Et d'ailleurs c'est ce qui fait que je peux être autant présent avec elle dans toute l'organisation de manière générale, dans l'association, toutes les représentations qu'on fait, voilà, dans tous les endroits différents, etc. Et donc le mot difficile il n'est pas adapté, par contre c'est sûr que c'est des efforts, c'est prenant et c'est des efforts et il faut avoir envie de le faire, il faut pas avoir peur quoi, tout simplement. J'ai envie de poser une petite question à Robin par rapport à ce qu'il disait. Est-ce que tu penses que c'est du désintérêt ou est-ce que tu penses que c'est de la méconnaissance et de l'incompréhension du sujet? Je pense qu'il y a des deux, mais je pense que c'est surtout du désintérêt dans le sens où je pense que les parents qui ne sont pas sensibilisés à ça parce qu'ils n'ont pas d'enfants autistes, eux, nécessairement c'est plus difficile de s'attarder sur une cause où on sait pas trop où on va mettre notre argent, etc. Comme ce que disait tout à l'heure Tina, effectivement il y a beaucoup d'associations qui en profitent, etc. Ce qui n'est pas le cas pour Espoir Autisme et du coup je pense que les gens, le fait que ce soit une association et que ce soit une cause qu'ils connaissent pas bien, effectivement ça joue un rôle nécessairement. Il y a des causes qui parlent plus que d'autres. Si on parle de lutte contre le cancer, tout le monde voit de quoi on parle. Du coup voilà. Si on parle, je dis une bêtise, je sais pas avec le Téléthon, la myopathie, tout ça, tout le monde sait ce que c'est. Tu parles d'autisme, les gens ils savent pas, donc ils sont réticents, mais je pense qu'il y a une vraie méconnaissance du sujet en France. J'entends en France, et que les gens, du coup, c'est comme si on leur disait, vous allez donner pour, je sais pas moi, une telle association, on a besoin de vos sous, donnés, mais les gens ils donnent pas s'ils savent pas de quoi on parle. Il n'y a pas de relais médiatique sur ce sujet-là. Il n'y a pas de téléthon, il n'y a pas de... De plus en plus on parle de l'autisme. Justement, je me tourne vers nos invités. Vous êtes là aujourd'hui parce que déjà, merci, je voulais demander, et vous êtes venus, c'est cool. Mais l'autisme pour vous, vous y êtes touché personnellement? Vous connaissez peut-être des gens qui sont touchés par ça? Moi personnellement non. Mais je pensais à ce que je viens d'entendre, c'est pour ça que je conseille aux gens d'aller voir Hors Normes. Oui, je l'ai vu. Ah, le film. Je l'ai vu. Qu'est-ce que tu en as pensé? Un très beau film et c'est un peu mon histoire. Voilà, Donc je me suis retrouvée dans ce combat, dans cette association, dans cet homme qui voulait tout faire pour aider les enfants. Et je suis sortie de là en pleurs en me disant, mais dis donc, ils ont fait mon histoire. Oui, voilà, c'est incroyable. Moi aussi j'étais en pleurs, mais parce que c'est vrai. C'est très bien fait. Je suis touché par ça, mais c'est vrai que ayant personne de ma famille qui est autiste, etc., pour moi c'était un peu flou. Et à la suite de ce film, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. J'ai repensé à ce que tu disais, que les personnes doivent se battre pour essayer d'avoir de l'argent, pour s'en sortir. C'est fou qu'au niveau gouvernemental, il n'y ait rien, quoi. Il n'y ait pas de subvention. Oui, et puis c'est pas représenté en haut lieu, effectivement. Oui, et fou, quand on parlait tout à l'heure de la lutte contre le cancer, etc., généralement à la télé, c'est des gens qui sont connus, qui ont des grosses notoriétés, qui montrent que effectivement nous c'est pas le cas. Donc
comme je sais plus qui venait de dire ça, effectivement, les gens ils ont l'impression de donnez-nous de l'argent, mais pourquoi en fait, pourquoi et vous êtes qui? C'est quoi votre truc? Aujourd'hui, il faut donner pour tout. On en parlait la première fois qu'on s'est parlé d'ailleurs, Eric, au téléphone. C'est que c'est compliqué aujourd'hui de se décider sur quelle cause on va aider. On est sollicité de partout, donc c'est compliqué. Bien sûr. Et tu penses que ça peut servir la cause, ce film? Je pense qu'il y a plein de gens qui vont le voir. Ça peut déjà aider les gens à comprendre ce que c'est et à comprendre notre combat. Du coup, nous, on l'utilise. On a été aux avant-premières, on a parlé aux comédiens, on cherche aussi des gens qui pourraient porter notre nom, mais à une plus grande échelle, en fait, des gens connus. On a écrit une petite chanson sur les enfants, la chanson du Petit Filou, c'est pareil, ça fait 1 an que je me bats pour trouver une chanteuse connue qui pourrait chanter ce titre. Et justement nous propulser et nous faire connaître, mais c'est très compliqué quand on n'a pas un pied d'entrée. Vous avez sollicité des chanteuses? Oui, tout à fait, j'ai eu que des refus. Incroyable. On veut des noms? Non. Pourtant, la chanson est écrite, elle est magnifique, elle tourne sur tous les réseaux, j'arrive à la mettre sur quelques radios de temps en temps, à l'étranger, beaucoup en Angleterre. Et ici, j'arrive pas, personne ne veut la chanter, quoi. Ok. On essaiera de l'inclure au live à la fin dans la version replay si tu me l'envoies. Oui. On le rajoutera au montage. Oui, avec plaisir. Juste, je me permets, je reviens un tout petit peu en arrière. Quand tout à l'heure elle disait Tina, c'est un combat de tous les jours. Je vais essayer d'illustrer très rapidement ce que c'est que d'être présidente de l'association Espoir Autisme, puisque moi je le vois de loin, au travers ce que je suis de Tina. C'est une femme qui a une entreprise, donc qui est très occupée. C'est une femme qui a une association pour enfants autistes qui est très occupée, qui a une vie de famille et qui tous les week-ends va organiser des événements, va essayer à la sueur de son front de gratter 3 sous et tout pour essayer de se battre. Et c'est un combat permanent. Je sais pas si les gens peuvent se rendre compte que c'est à 100% de sa vie quasiment qui est dédiée à ça, quoi. C'est une lutte acharné, quoi. C'est incroyable de devoir se battre autant pour quelque chose d'aussi juste, quoi. Aussi clair. J'ai une question, est-ce qu'il y a des passerelles entre les différentes assos autistes? C'est-à-dire, je connais moi par exemple une association Autisme en Yvelines. Oui. Voilà, ils sont formidables. Donc voilà, je voulais savoir s'il y a aussi, parce qu'il faut aussi en parler, il y a Joseph Chovanec qui fait beaucoup pour l'autisme. Tout à fait. Il y a un documentaire que j'ai vu et revu tellement il est incroyable et très inspirant, c'est Le cerveau d'Hugo. Oui. Voilà, donc ça je conseille de regarder. Il y a des gens qui bougent, qui essayent maintenant. C'est vrai que tout est très lent pour faire bouger les choses, c'est sûr. Et c'est vrai qu'on a un retard en France qui est gigantesque. En tout cas, bravo de tout ce que vous faites. Tout le monde là autour de... Merci beaucoup. On est à 40 € dedans, hein. Le compteur commence à monter. Hein. Ah, bah, c'est bien. Il faut aider, il faut soutenir. On a besoin de vous, merci. Merci déjà, d'ores et déjà. Ouais. C'est pour ça qu'on a invité des comédiens, parce que normalement un comédien c'est blindé de thunes, on s'est dit. Ils vont sortir le carnet de chèques en direct, ils vont montrer le couteau sous la gorge en direct, c'est dégueulasse. Le couteau, pour rien. C'est ça. Il va fuir. Bon, écoute David, je voulais pas, mais je vais te refiler les 2000 € que tu m'as filé pour venir ici. Voilà. Faut pas le dire, Françoise elle a rien eu. Ah merde, oh, dis donc, t'exagères. 2000, c'est déjà bien, merci. Merci David. C'est très gentil. D'ailleurs, je vais profiter de votre présence. Moi, je veux que Scooby-Doo incite les gens à donner. Je veux que Lara Croft incite des gens à donner. Ah mais oui, parce que attention, tout à l'heure tu as dit on va laisser la voix, on va pas dire qui c'est. Tu l'avais pas dit encore. Au bout d'un moment, il faut lâcher le morceau. Ah oui, d'accord, voilà. Alors je fais Scooby-Doo. Et il fait Lara Croft. Je fais Lara Croft. Je suis curieuse. On avait compris. Ah là, je veux voir ça. Ah non, maintenant c'est signé. Ouais, là, maintenant on a hâte. Ah bah allez, on écoute. Les gens attendent. Il y a 3 € qui viennent de tomber rien que pour l'idée. Donc tu peux. En tout cas, appelez vos potes pour là-bas, là, quand vous voyez là, toutes les images, appelez vos potes et puis vous leur dites de venir et puis de donner des sous. Partagez. Hostez l'événement si vous avez une chaîne Twitch. N'hésitez pas à faire des dons, etc. Et puis, je le rappelle, un guide FR de Secret of Mana, No More Heroes dédicacé par Souda51 et un amiibo Megaman pour celui qui donne, ou ceux qui donnent plus de 15 €. En tout cas, un de ces euros-là. En fait, vous donnez et vous gagnez plein de trucs. C'est ça. Et ça vaut le coup de donner. C'est un très bon investissement. C'est donné pour une bonne cause et en plus un peu pour sa pouvoir si on a de la chance. Ce qui est pas mal avant Noël parce que si ça vous plaît pas, vous pouvez les emballer, les donner à quelqu'un. C'est toujours pratique. Donner. D'accord, on passe à l'instant musical donc de ce créneau.
Françoise, toi, ton rapport avec l'autisme dans ta carrière? Alors, personne autour de moi, dans ma famille, n'est autiste. Maintenant, je suis comédienne, j'écris, je suis auteure, j'écris des pièces de théâtre, j'ai une compagnie de théâtre. Et donc, en fait, j'ai été amenée à écrire sur l'autisme. Sur le cerveau et l'autisme, au départ, je voulais être neurochirurgien, moi. Et il se trouve que la vie m'a emmenée vers le théâtre et je suis ravie. Mais on ne nous apprend pas à vivre avec notre sensibilité. La création le permet. Et l'écriture. Et donc j'ai voulu à un moment relier ces deux univers, le théâtre et l'autisme et le cerveau. Et j'ai écrit donc j'ai rencontré plein d'associations autistes. Pas vous. Oui. Mais voilà, on est là. Voilà, c'est fait. J'ai rencontré des autistes. C'est vrai que ce qui n'est pas jamais évident, dans ce que j'ai compris moi, c'est qu'il y a un autisme par autiste. Ouais, voilà. Il y a un spectre. Voilà. Et donc j'ai rencontré des autistes, je suis toujours en relation avec eux et ils sont formidables. Les parents sont, alors là, je les trouve d'un courage et ils sont extraordinaires, vraiment. Et j'ai écrit un seul en scène que j'ai joué pour la première fois en lecture, parce que je venais de mettre le point final chez Orange, lors de la semaine de l'autisme en avril 2019. Là. Les retours ont été magnifiques, et voilà, et on essaye vraiment, on va avec la compagnie aller dans différentes entreprises pour faire ce seul en scène, et puis aller dans des centres culturels, aller à gauche, à droite, etc., pour aussi en parler. Pour sensibiliser oui, tout à fait. autour de... En tout cas, chez Orange, le public a été conquis, Okay. et ça a ouvert des petites portes. Voilà. Très bien. Ok. C'est l'extrait que tu nous as préparé. Oui, je vous ferai un teaser théâtral. Mais je vous le lirai. Hein. On pourrait t'entendre des heures, donc. Mais on a le monsieur l'horloge humaine qui un jour va nous dire non, stop maintenant. Oh, on a encore un petit peu de temps. Voilà, on a largement. Oui, on est bien, Tu disais que c'était la première école. Est-ce que c'est la seule école? Aujourd'hui, une école reconnue comme la mienne par l'Éducation nationale, c'est la seule. D'accord, parce qu'il y a des différents centres pour des enfants. Tout à fait, il autistes, existe des IME, il existe des centres d'accueil, mais il n'existe pas d'école. Et aujourd'hui, je me suis dit pourquoi un parent d'enfant autiste n'aurait pas le droit de déposer le matin son enfant à l'école comme un parent lambda. Et en fait, ce qui plaît aussi dans ce concept-là, c'est à chaque parent de se dire il n'est pas obligé de raconter sa différence à ses amis, à son travail. Le matin, il emmène son enfant à l'école. D'accord, ok. Voilà. Et moi, j'ai une institutrice qui fait la classe. Donc, on est vraiment une école, on suit un programme, on est suivi par tout le monde, l'éducation nationale. On ne fait pas ce qu'on veut non plus. On apprend aux enfants à lire, à écrire, à essayer au mieux possible de les réintégrer et le plus vite possible à l'école. Ils ont quel âge, les enfants? Alors, j'en ai de 3 à 14 ans maintenant, la plus grande. Certains arrivent, restent 6 mois chez nous, on les stimule et ils repartent. Et puis certains sont de très bas niveau. Donc ils évoluent, ils apprennent, mais par contre ne sont pas encore réintégrables tout seuls à temps plein à l'école. Donc on les garde à mi-temps. Puis il y en a qui sont pris en charge plus tard. Parce que plus tôt vous prenez en charge l'autisme et plus tôt les enfants s'en sortent et évoluent mieux. Et c'est vrai que les grands que j'ai aujourd'hui, de 13 ans à 14 ans, j'en ai 3. Et c'est ceux qui ont été pris en charge à partir de 9 ans. Donc le cerveau avait déjà été stimulé autrement et le temps de tout remettre bien en place. Un enfant de 2 ans qui arrive, il est très vite stimulable et très vite réintégrable parce qu'il apprend vite en fait. Il n'est pas mal habitué à ça. Des mauvais travers. Quoi. C'est ça. Plus tôt c'est, mieux c'est. Oui, exactement. Faut surtout dire ça aux parents, je pense. N'hésitez pas, dès le départ, au premier signe. C'est important ce que tu viens de dire, Tina, parce que tu viens de dire plus tôt c'est pris en charge, plus tôt ils s'en sortent. Parce que pour les gens qui ne connaissent pas l'autisme, ce que tu viens de dire, c'est que ce n'est pas une fatalité. Ça veut dire que si c'est pris en charge et si c'est traité et si on fait ce qu'il faut, les gens peuvent s'en sortir, évoluer. Alors, vivront toujours avec leur autisme, mais seront, comment on peut dire ça, indépendants, autonomes. Donc c'est quelque chose qui peut, si on fait quelque chose, changer, évoluer. Tout à fait. C'est pas forcément clair pour tout le monde.
Tout à fait. On s'en sort de l'autisme, hein, c'est pas une maladie. Voilà. Il faut vraiment, c'est de la stimulation, c'est des enfants qui sont dans leur monde, il faut les sortir de leur monde. Donc il faut simplement de la stimulation en 1 pour 1, ce qu'on fait dans mon école où on a l'enfant en direct. J'associe aussi plusieurs métiers. On a des psychologues, des art thérapeutes, on a des kinés, des ostéopathes. Moi, j'ai une dame qui fait le yoga aussi pour leur enlever leurs angoisses, les détendre. On a une institutrice, on a une équithérapeute puisqu'on fait du cheval. Et puis à côté de ça, on les intègre dans la vie de tous les jours. On les emmène au cinéma, au restaurant, on les sort. L'idée, c'est pas de les cloîtrer parce que malheureusement, une grande partie des enfants autistes restent à la maison. On a honte de les sortir. Moi, à chaque fois, je suis en pleurs quand je sors de table ronde avec les familles où j'entends des parents dire « j'ai honte de mon enfant ». Moi, aujourd'hui, j'ai 3 enfants, j'ai 3 fils et les 3, c'est mes garçons. Je ne dis pas j'ai 2 enfants et un enfant autiste, j'ai 3 enfants. Ils sont élevés de la même manière, ils sont éduqués pareil. Quand ils font des bêtises, ils sont punis tous les 3. Et il faut vraiment que le parent prenne conscience que l'autisme, c'est pas une maladie grave et on s'en sort. C'est bien, non, c'est bien dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas et qui considèrent que c'est une maladie et que l'autisme, c'est l'autisme, comme n'importe quoi. Du tout. Merci, on arrive à 103 €. Bravo. Déjà ? Merci. Sans déconner ? Oui, 103 €. Dans 10 minutes, elle prend ta place, après c'est fini. Fais vraiment gaffe, elle est dangereuse. C'est à elle de le dire. Elle a l'air gentille comme ça, mais... Putain, en 25 minutes. Bravo, merci à vous, merci. On continue, s'il vous plaît. Ça monte, merci infiniment. Merci. Bon, on va aller faire les 150 000. Ouais, oui. Il manque quelques zéros. Z-Event, attention, on arrive. On efface la virgule, c'est bon, il y a déjà 10 300. C'est bon. Déjà, putain, merde. Ah, ça te fait plaisir, toi, parce que oui, bien sûr que ça me fait kiffer. Tu te lançais sans trop savoir où ça allait. Mais oui, bien sûr. Quand j'ai lancé ça, je savais pas du tout où on allait, clairement. Mais honnêtement, j'ai dit on va le faire, on va y aller, on va foncer, mais je sais pas ce que ça va donner, je sais pas est-ce que ça donnera quelque chose ou pas. En tout cas, le seul moyen de le savoir, c'est de le faire. Allez, on le fait et puis c'est tout quoi. C'est ça. Voilà. Alors on va voir dans 28 heures où on en sera. Dans 28 heures on en sera, mais en tout cas ça commence bien du coup. Tous envie de voir très bien. Oui. Je vais en profiter de ce petit blanc-là pour faire signer déjà un exemplaire de Tomb Raider 3 et l'intégrale de la série Urgence. Alors il y a un crayon noir. Alors du coup oui, parce qu'on a parlé de Scooby-Doo, mais il n'y a pas que Scooby-Doo. Si on offre Urgence, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a le Dr Carter. Merci, je l'avais pas Urgence. C'est également le Dr Carter de Urgence, il faut le préciser pour ceux qui nous regardent. C'est pour la présidente, non, les cadeaux? Non, c'est pour les faire gagner justement à ceux qui font des dons. Alors ça sera en cours du marathon, vous pourrez gagner. En attendant, est-ce que tu peux nous dire toutes les voix qu'ils font, parce qu'on l'a pas dit finalement? Oui, mais toi tu es fan de Monsieur Anki. Et oui, mais c'est ça, je veux que tu le dises. Je veux que tu le dises. Alors Monsieur Anki, c'est le petit caca Noël. Le petit caca Noël dans South Park est avec nous. Qui est revenu dans South Park. Ça faisait au moins 10 ans que je n'étais pas retourné. Ouais, il y a eu le retour du petit caca Noël. Mais c'est magnifique. Toujours aussi déjanté. Ah, c'est génial. Moi, il m'a dit, alors c'est rigolo, il m'a dit, alors voilà, c'est la voix dans Urgence, oui, ok. Et quand il m'a dit le petit caca Noël, je fais le caca Noël, formidable. Merci. C'est ce que je voulais entendre. C'est de tout ce que vous avez fait. Je suis fan du petit caca Noël. Alors j'avais raconté. C'est vrai que c'est marquant. J'avais raconté à David. Continuez à donner, hein. Sinon j'arrête et je raconte 1 € pas. de plus. Ça monte. J'avais raconté, mais je pense que tu étais là, Françoise. J'avais fait une émission il y a très longtemps avec. Comment elle s'appelle? Elle faisait une émission sur la 3. C'est mon choix. C'est mon choix, tu l'avais fait. Ah oui, j'avais fait. avec moi. Oui. Evelyne, et c'était pas en direct. Et il y avait, au départ, quand ils m'ont appelé, je dis non. Et elle me dit, mais il y aura Patrick Poivet, machin, etc. Dorval. Et donc voilà, en fait, c'était enregistré. Et c'était assez sérieux, quoi. C'était déjà, ça m'avait énervé parce que j'avais demandé de m'asseoir le plus rapidement possible. Évidemment, on m'a assis en dernier, donc ça m'avait un peu brouté. Et je trouvais pas ces questions très. Je m'emmerdais un peu, pour tout dire. Et il fallait que le public devine qui faisait la voix de. Alors, vraiment, je me disais, c'est un ringard et tout. J'étais très mal à l'aise. Et arrive mon tour et je ne sais pas pourquoi, ça me prend assez régulièrement. Elle me pose des questions un peu banales. Et je dis, vous savez, il faut rester très humble dans ce métier parce que je pense être le seul comédien sur la place de Paris. Et là, je prends mon temps et je vois les autres. Je me dis, ça y est, il a pété un plomb, il se prend pour...
à doubler une merde. Et je vois la tête de, je sais plus comment elle s'appelle, de Evelyne Thomas, blanche cadavérienne. Je dis bah oui, je fais le petit caca Noël, c'est une crotte qui chante, qui s'éclate partout. Je pense pas qu'elle avait ça dans son répertoire. Ce qui est marrant, c'est qu'un mois ou 2 mois après, j'ai reçu un DVD. Et ça avait été coupé au montage. Oh non, c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais en fait, c'est là où ils sont déconnectés parce que sincèrement, qui de nos jours ne connaît pas Monsieur Anki, quoi? Oui, mais il a quand même sur les genoux une superbe série culte, 15 saisons. Mais bien évidemment. Et tu résumes sa carrière à Monsieur Mais Anki. non, je résume pas sa carrière loin de là. Mais alors, ça faut d'ailleurs, pour info, si vous faites un nom, il peut vous dédicacer le coffret urgence en marquant Monsieur Anki dessus. Petit caca Noël, comme vous voulez. C'est au choix vraiment. Bien sûr que non, mais non, ça a été une belle expérience. C'est une grande aventure, urgence. Bien sûr. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que lorsqu'on m'a mis dessus, j'ai passé un essai et j'ai été pris, mais entre-temps, je venais de connaître ma chère et tendre et j'avais pris un séjour, je ne sais plus où, aux Antilles, un truc comme ça. Et je suis pris, donc je dis à Véronique, c'est pas grave, je vais dire que je le fais pas. Et si tu le fais bon. Donc c'est grâce à ma femme que j'ai fait urgence. Et j'ai dû trouver une amie qui était médecin pour me faire rembourser les billets. Oui. Et comme Arthur, mon fils, était très jeune à l'époque, avait 5 ans, quelque chose comme ça, on a dû trouver une maladie pour que, au niveau des assurances, ça va, il y a prescription, maintenant c'est passé. Et ce qui est marrant, c'est que le premier épisode d'urgence, il y avait le staff de France 2 qui était là, les clients. Et à l'époque, j'avais une chaîne qui est partie à 18 ans, K, je ne sais pas si tu t'en souviens, une chaîne blanche. Parce qu'on enregistrait à Sonodi, c'est à l'époque la patronne de Sonodi avait une association avec des animaux, etc. Donc c'était la basse-cour, il y avait 30 chiens qui couraient partout, c'était le bordel le plus infini. Et donc j'amène K qui avait 3 mois, et elle m'attendait à côté, et quelqu'un ouvre la porte de l'Audi et elle rentre. Moi j'étais à la barre c'est là où se mettent les comédiens devant l'écran pour faire... Oui. Et je la vois se mettre devant l'écran. Et à l'époque, c'était Claude Cohen, un DA qui est très stressé, adorable, mais très stressé, etc. En plus, c'était le premier épisode, donc il y avait une certaine tension. Et elle se met devant l'écran, je me dis, oh non. Et tous les autres comédiens, oh non. Et si, elle a fait un énorme caca. Et donc, je vois des grosses gouttes sur le front du DA. Les gens de France 2, oh moi je fais le compte en disant, oh mais qu'est-ce qu'elle a fait? J'essuie, etc. Et puis je les regarde en disant, vous inquiétez pas, ça apportera bonheur à cette série. Ça a marché. Donc Urgence, on le doit à Cara. À Cara, voilà. Le succès d'Urgence. Voilà. Une belle aventure. Encore une crotte. Il y a beaucoup d'histoires de crottes, effectivement. C'est avec ça les gens donnent pas. 109 €, 5 € pour l'anecdote. Merci. 5 € pour... Ça valait ça. Je pense que Françoise aussi, tu dois avoir des anecdotes assez rigolotes dans ton métier. Ah oui, il y en a, mais je les retiens pas toujours. D'accord. Il y a beaucoup de choses depuis toutes ces années. Oui, ça fait... non, on va pas te vieillir en direct. On va vite. Ah non. Ah bon, d'accord. Ça fait très longtemps, effectivement, qu'on Ça fait quelques années, ça fait pas 3 mois que j'ai commencé. Oui. Eric non plus. C'est ça. Mais rien que ce que tu tiens dans les mains, Tomb Raider, ça a quelques années, quoi. Quelques années. J'ai dû aller le chercher dans un truc d'occasion, parce que ça se trouve plus, mais nulle part, quoi. Putain, si j'avais su, je l'ai chez moi. Mince. J'ai même pas percuté de ramener les miens. Mais ça monte mieux avec les femmes. Ouais, ça monte. Alors, si oui. 20 € pour Françoise et 5 pour Eric. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur Lara Croft? Allez-y. Alors, Lara Croft, allez, on continue. Allez-y, mettez des sous. Alors, Lara Croft, moi j'ai passé des essais. Lara Croft, ça c'est vendeur. Hein. Ouais, Lara Croft. Attends, calme-toi. Je vais prendre une voix un petit peu plus grave. Donc, Lara Croft, j'ai passé des essais. Et puis, on a tous été, alors j'ai été choisie, on a tous été surpris de l'engouement qu'il y a eu pour ce jeu. Mais je crois que de mémoire, c'était la première fois qu'il y avait une héroïne, une femme. Et donc, ça a décuplé. Tous les achats, les demandes, etc., les regards, les sourires et le fan club. Donc voilà, je sais juste, alors une anecdote, où est-ce qu'on m'avait dit ça? Je me souviens plus exactement, mais je sais qu'à l'entrée d'un grand magasin, il y avait, parce qu'elle est quand même bien... Oui, busté. Ouais, voilà, busté. Et ben, on m'avait raconté qu'il y avait un endroit où il y avait des jeux très connus, mais je me souviens plus comment ça s'appelle. Et en fait, au niveau de la poitrine, c'était la statue qui était à l'entrée était usée.
Parce que les gens passaient, touchaient la poitrine. Et ça, et on le voyait vraiment. Donc voilà, c'est vrai. Incroyable. Donc ça, c'était une petite anecdote. Alors, 129, ça ne bouge pas. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus En sachant, juste pour l'anecdote, que la poitrine de Lara Croft, au tout départ, c'est un bug. C'était pas prévu qu'elle ait une aussi grosse poitrine. Ah oui, ça me les programmeurs, c'était pas prévu, c'est un bug. Enfin, il y a une espèce de disproportion. Et au final, ils ont trouvé ça sympa, ils ont décidé de le laisser. Et c'est finalement, quand on pense Lara Croft, on va pas se mentir, on pense à ça maintenant. Voilà, pour la petite anecdote, à la base, ça part d'un bug. Ils ont trouvé ça sympa, ils ont laissé du coup. Oui, c'est ça. Sympa. Je pense que c'était des hommes Qu'est-ce que je peux principalement. Vous dire pour monter d'un coup là, à 129 Bon, à 150, je vous fais la voix de Sammy Scooby-Doo. 150. La voix de... Et moi, qu'est-ce que je peux vous faire la voix de... En tout cas, voilà, j'ai fait Lara Croft, j'ai fait les jeux. Et le truc génial dans une vie de comédienne, dans un parcours de comédien, c'est que du coup, quand Angelina Jolie a fait Lara Croft à l'écran, m'a demandé de passer des essais. J'ai passé les essais. Et du coup, depuis, je la double. Et je me régale. Donc, tu ne faisais pas avant. D'accord. Non, c'est grâce à Lara Croft que je me suis retrouvée à doubler Angelina Jolie. Et puis, bon, après, il y en a eu d'autres. Sandra Bullock, Patricia Arquette, évidemment Brenda Strong dans Desperate Housewives. Et puis d'autres, il y en a qui sont formidables aussi. Tilda Swinton. Il y a des gens, il y a de l'engouement autour. Voilà, il y a du bruit. En fait, tout le monde veut donner des sous. Oui, il y a du bruit là, je ne sais pas ce qui se passe. Tout le monde veut donner des sous. Ça, t'as dit 150 pour 129, mais il y a beaucoup de monde qui est arrivé là sur l'événement, c'est génial. Donc s'il y a du bruit... Ça marche. Et peut-être temps de nous faire alors, le petit texte, du coup. Alors, vous voulez que je vous fasse ce petit texte? Oui, bien sûr. Alors, je vous explique. Alors, pour moi, la différence me passionne. Donc c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce texte. Je vais remettre le micro, je vais mettre mes lunettes. On m'a donné 7-8 minutes, donc je vais tenter le coup. Ah oui, il y a du monde. Hop, je mets mes lunettes. Hop. Et on terminera par ça, l'horloge humaine. Ça s'appelle Apolline, ce teaser, ce personnage. Alors voilà. Bonjour, je m'appelle Apolline. J'ai vécu un événement la semaine dernière, une chose étonnante, un truc fou, cinglé même. Je viens d'en écrire l'histoire, mais je vais vous en donner un teaser théâtral parce que j'ai que 7 minutes pour vous en parler, ça c'est David. Mais c'est pas beaucoup, oh là là, bon alors j'y vais, je vous lis, c'est plus simple pour moi, sinon je vais déborder. Alors, il y a une semaine, je me suis retrouvée invitée à la conférence d'un professeur, un neuroscientifique que je connaissais pas. Le thème, comment s'observe le bonheur. Intriguée, moi j'y suis allée. Et là, sur scène, étaient aussi invités avec moi 2 autres personnes que je connaissais pas. Un rêveur, Gaëtan, et une mine patibulaire, Cédric. Le professeur nous a parlé du cerveau, évidemment. Il nous a posé plein de questions, blablabla, blablabla. Il nous a demandé de nous présenter. En fait, petit à petit, on s'est livrés et on s'est découverts tous les 3. Moi, je suis scénariste. Je travaille pour une grosse boîte de production. Mon maître, c'est Hitchcock. L'imaginaire, c'est mon monde. Et vivre avec les autres, c'est pas simple. Cédric, lui, c'est un ancien spationaute. Il a tourné 7 jours autour de la Terre il y a 2 ans et il s'en est parmi. Il faut dire aussi que de là-haut, il pouvait cacher la Terre avec son pouce, là, comme ça. Là. Il mettait son pouce et il cachait la Terre, vous vous rendez compte? Alors vivre avec les autres, c'est devenu pas simple. Quant à Gaëtan, il habite aux 17 places de la Contrescarpe à Paris, dans le 5e. Il a un doctorat en littérature, il parle 8 langues. Il est documentaliste à la Bibliothèque nationale. Il vit seul, mais avec un colocataire envahissant dans sa tête. Alors vivre avec les autres, ça n'a jamais été simple. À un moment pendant la conférence, il s'est passé un truc incroyable. À cause d'un détail, un tout petit détail, vous allez voir. Tout a basculé. Le détail, un mini trou sur la scène. Cédric, lui, il parlait de son rêve, de l'espace, qu'il n'y retournerait plus, que c'était difficile pour lui. Et Gaëtan, il a repéré un mini trou sur scène. Ça l'a obnubilé. Il n'écoutait plus Cédric. Alors que Cédric se débattait dans sa colère, dans son impuissance de ne plus jamais pouvoir retourner dans l'espace, Gaëtan s'est agenouillé face à ce mini-trou comme s'il entrait en communication avec lui. Quand Cédric l'a vu, sa colère a monté d'un cran. Il s'en est pris au mini-trou en disant à Gaëtan d'arrêter de faire n'importe quoi, que le sujet était sérieux, l'espace. Gaëtan, il s'est levé. Il s'est mis à marcher de long en large, à défendre le mini-trou corps et âme, et il a dit que l'espace, c'était une démarche sérieuse, certes, passionnante, mais qu'explorer les mini-trous, c'était fascinant. Qu'il fallait pas les minimiser, les mini-trous, parce qu'ils sont petits. Cédric, il fulminait. L'espace contre le mini-trou, imaginez.
Cédric a demandé à Gaëtan de se taire, mais Gaëtan, il a continué. Il a dit qu'il y a que les insectes pour se glisser dans un mini-trou et pour savoir la profondeur parce que c'est tout noir. Cédric a encore demandé à Gaëtan de se taire, là, c'est monté d'un cran, encore. Mais Gaëtan, il a insisté. C'est important de voir s'il y a des parois, parce que les trous, quand il y a des parois, c'est comme les placards, c'est des cachettes, et les cachettes, ça protège. Là, Cédric, il est devenu fou. Il a attrapé Gaëtan pour le faire taire, et là, Gaëtan, il a hurlé. Oh là 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 là, vous voyez, il a agité les mains comme ça, il répétait, mais c'est pas permis, pas permis, pas permis, pas de crise, évitez la crise. Il a renversé son sac à dos, dans ses affaires, il a trouvé un bâton de craie, il a dessiné un cercle par terre, il est entré dans le cercle en suivant une sorte de rite, il s'est assis par terre, il respirait très fort, vous voyez, comme ça, et il a plus bougé. Nous, autour, on était tétanisés. Dans les yeux de Gaëtan, il n'y a pas que du rêve. Hein. Il y a tout un monde. Le professeur a alors dit que Gaëtan avait été diagnostiqué autiste. Je me suis approchée du cercle. Je lui ai dit « Je peux venir ?» Gaëtan, il m'a regardé, puis il a dit « D'accord. Mais attention, hein. La porte pour entrer dans le cercle, elle n'était pas là ou là. Hein. Elle était là. » Il fallait être très précis avec Gaëtan. J'ai fait le même rite que lui une fois dans le cercle. Pied droit d'abord, 2 pas, stop. J'ai tourné sur moi-même, 2 pas, stop. Et je me suis assise à côté de lui, pas trop près. Hein. Les causes de l'autisme, mesdames et messieurs, multiples. Fragilité génétique, peut-être. Physiologique, sans doute. Intoxication alimentaire, environnementale, avec son armement de produits chimiques, de pesticides et de métaux lourds, sûrement. J'ai entendu dire aussi que ça peut venir des radiations électromagnétiques ou des suites de certains vaccins. En tout cas, plus, mais un cerveau en difficulté égale autisme. Conséquence, exclusion scolaire, exclusion sociale. Face à la différence, on fabrique souvent un barrage mental, un scandale ou un mur de silence. Mais aussi, c'est tellement difficile de sortir de la zone de confort de ces certitudes, n'est-ce pas? Enfin, c'est ce que certains disent. Mais est-ce que le confort, c'est la norme par laquelle on s'évite de réfléchir à l'autre dans ce qu'il montre de différent? Heureusement que tout le monde n'est pas comme ça, n'est-ce pas? Hein? Il s'en est passé des choses et des rires et des larmes pendant cette conférence. Le professeur nous a fait faire une expérience qui nous a transformés. Mais là, je ne vais pas tout vous raconter parce qu'il faut laisser du suspense et qu'on n'a que 7 minutes. Tout ce que je peux vous dire pour terminer ce teaser théâtral, c'est que depuis la conférence, ma vie a changé. Nos vies ont changé. On est tous les 3 devenus amis, enfin tous les 4 avec le professeur. À la fin de la conférence, le professeur nous a expliqué l'élément déclencheur qui l'avait conduit à nous inviter tous les 3 sur scène. Je vous le raconte et après j'arrête de parler, promis, mais ça vaut le coup puis c'est tellement beau. Il y a 1 an, lui, le professeur, conférencier, écrivain reconnu dans le monde entier, un an de rendez-vous, planifié, adorateur de l'argent, du pouvoir, méprisable, capricieux, une vraie diva. C'est comme ça qu'il se décrit il y a 1 an. Eh bien, le professeur, il était à une terrasse de café et il a vu Gaëtan passer dans une démarche étrange, différente. Il l'a observé et puis Gaëtan, il s'est arrêté et puis il a fait ça. Je vous le fais. Il a fait ça. Il a fait ça, vous vous rendez compte, en plein milieu de la ville, du bruit, des informations, des gens. Un homme a défié la normalité. Il s'est juste arrêté pour faire ça. Défiant le système, c'est ce qu'il a fait, ça. Il s'est attardé au vent. Le professeur, il a commencé à rire, à se moquer, à juger, puis il a éclaté en sanglots. En se disant que, c'est lui, c'est cet homme-là, là, bizarre, là, qui avait raison. Alors il est allé voir Gaëtan, il lui a demandé l'autorisation de le suivre, parce que, il lui faisait du bien. Gaëtan, il l'a regardé droit dans les yeux, puis il a dit « D'accord ». Après, il nous a rencontrés, Cédric et moi. Moi, je l'ai bousculé, je sortais d'un cinéma, je courais, j'avais une idée. Il paraît que j'avais un sourire en croissant de lune. Et Cédric, il était seul une nuit sur le Pont-Neuf à Paris et il parlait aux étoiles. Tous les 3, on l'a touché. Pourtant, il avait l'habitude de rencontrer du monde, le professeur. Il nous a suivis tous les 3 pendant 1 an. Moi, je me suis rendu compte de rien. Cédric non plus. Il a vu qu'il y avait un terrain d'entente entre nous 3. Moi, dans ma capsule imaginaire, Cédric dans sa capsule spatiale et Gaëtan dans sa capsule autistique. Moi, je vis toute seule avec un canari. Personne me touche.
Cédric, il est tellement en colère contre le monde entier parce qu'il peut plus avoir accès à son rêve, l'espace. C'est que plus personne le touche. Et Gaëtan, il peut pas toucher l'autre. Alors le professeur, il a voulu actualiser ce terrain d'entente lors de sa conférence. Et puis, ça a été magnifique. Il a voulu le faire aussi pour remercier Gaëtan, qui l'avait obligé à se reposer des questions. Gaëtan, cet homme non pas différent finalement, mais à l'écart de l'ordinaire. Merci. Merci beaucoup. Très beau. Et je pense que c'est une belle conclusion. Oui, on est à 200 €, bravo. Voilà. Bravo. Ouais, merci. Bravo, merci. Donc Eric, mon micro. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Continuez don.marathoncast.fr et le marathon continue. Avec Super Gamer. Bon, il y a bienvenue dans ce Royal Rumble, que ça s'appelle Royal Rumble, mais je sais même pas ce que ça veut dire Royal Rumble. Eh ben, c'est un mélange royal, c'est-à-dire que tous ceux qui veulent participer le peuvent. C'est pas une équipe en particulier, on se mélange entre tous. Et on parle d'un peu. Et voilà, tous ceux qui ont envie de venir parler du sujet qui a été défini viennent parler du sujet qui a été défini sans voilà. Très bien. Et là, le sujet qui a été défini, c'est en toute originalité. Je vous laisse deviner. L'autisme. C'est dingue. C'est dingue, c'est bien foutu du coup, parce que ça tombe bien. On a ça tombe bien. Ça tombe très, très bien. Je sais pas pourquoi. Au début, je voulais parler des pâtes au beurre, et on m'a dit non. Ça serait peut-être mieux de parler de l'autisme. Si tu veux, j'ai pas grand chose à dire, parce que moi, ça me concerne pas. Par contre, je pense que ça concerne à peu près tout le monde ici. Alors, par contre, s'il y a des gens qui veulent vraiment écouter le sujet des pâtes au beurre, ce sera à 4h du matin. Donc, vous restez bien éveillés surtout, et on vous parlera des pâtes au beurre. À 6h, il y a la soupe à l'oignon. Surtout beurre salé. Les pâtes au beurre. Oui, salé, évidemment. On a un breton au téléphone. Du faux beurre alors, puisque le beurre salé, c'est... Non. Voilà, le beurre salé, c'est le vrai beurre. On a un gilet jaune qui veut foutre sa merde encore. Il y en a qui ont des chances, il y en a qui ont de la chance que je sois pas en présentiel. Je t'attends, je suis normand. Ah merde, coupez-lui son micro, Normand. Alors donc le sujet, le Mont Saint-Michel, à qui il appartient? Ah bah aux Normands évidemment. Et c'est la Bretagne. Déjà pas aux Normands. Ouais. Pas aux Normands, on est d'accord. Merci. Bah écoute, je vais te filer le numéro de Nemo que vous allez vous appeler à part. Vous allez régler ça. Vous ferez votre podcast entre vous. C'est ça. Les gens parlent, alors j'ai présenté personne, ce qui est absolument bon, on va peut-être y aller du coup, les enfants, là. On est à 1143 €, je veux 1145 pour commencer. Le chieur. Ouais. Non, surtout qu'il y a quoi à gagner là? Parce que j'ai plus les lots sous. Ah si, j'ai les lots sous les yeux. Si vous faites au moins 15 €, vous avez la chance de repartir peut-être avec un artbook officiel Square Enix Tomb Raider, l'art de la survie, avec le jeu aussi. Tomb Raider, l'art de la survie, et avec ce magnifique coffret d'urgence dédicacé par Eric Missoff ce matin même. Oui. C'est toute la série, c'est pas de la merde, c'est vachement bien. Ah ouais. Eric Missoff, donc pour ceux qui n'étaient pas avec nous, qui est la voix du Dr Carter, dans la série, et pas de Monsieur Hanky dans Urgence, parce que j'ai commis la bourde, j'ai cru qu'il y avait Monsieur Hanky dans Urgence, j'avais rien compris comme d'habitude. Un enfant malade et tout. Il dit les enfants. Vous êtes bons, ça sent l'autre Cologne. Bon bref, c'est Noël dans un mois, c'est génial. Ça a l'air bien le sujet de l'autisme quand même. Vendu comme ça me vend du rêve. Mais on peut pas toujours être triste sur tous les sujets, monsieur Nemo. Il faut absolument. en parler avec l'humour. À côté de moi, le gilet jaune, Yetcha. Je sais pas pourquoi j'allais dire Yatcha, ça n'a rien à voir. Yetcha. Salut. Juste salut. Eh ben, ça va bien. Toi, tu vas m'aider pendant une heure. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Comment ça va? Ça va bien. On est à quoi? On est à 11 h de live là. T'as encore la forme? Ouais, ça fait déjà 9 h que j'y suis, moi, donc je suis. Vous vous rendez compte qu'on n'est même pas à la moitié encore. Tais-toi. Tais-toi. On a Tina, la présidente de l'association Espoir Autisme 94, qui me fait encore l'honneur d'être là. T'étais là au départ à midi. Oui, à midi, et merci de me recevoir à nouveau. De rien, c'est plutôt normal que tu sois là. À côté, on a Natacha, qui est la prêteuse officielle de marqueur de l'événement. C'est ça. C'est un rôle très important. Oui, je suis la parce que ça a permis de dédicacer ce coffret. C'est ça, voilà, je suis la fournisseur officielle de stylos et de feutres. Ouais. Alors, on n'a pas reçu la facture, mais on l'enverra à Espoir Autisme, parce que t'es comme ça, toi, je pense que tu factures tout. Non, c'est gratos. C'est gratuit. Ouais, c'est gratos. C'est gratuit. Ouf. Ouais. Nous, non. À côté, Bruno. Oui, bonsoir. Comment ça va, Bruno? Eh ben, très bien, écoute. La forme encore, t'es là depuis le début? On est là depuis le début, on sera là jusqu'au bout. Sûr? Ah, sûr. Sois pas présomptueux, parce que c'est jamais. Non, moi je suis convaincu qu'ils seront là. Ah non, on sera là jusqu'au bout, je confirme. Mais vous travaillez demain? Non. Ah, les chanceux. On travaille lundi. Non, parce que Bruno nous a fait l'honneur. On n'est pas encore dimanche. Oh merde. On n'est pas dimanche. Je croyais qu'on n'est pas dimanche. Non, mais on bosse lundi, oui. On bosse lundi.
D'accord. Team boss lundi, lève la main. Alors, moi je reprends lundi, mais de la semaine d'après, donc. Oui, mais toi, t'es à la RATP, ça compte pas. On sait Faut bien pas le dire, merde. Vous foutez rien de votre vie. Putain, dis pas ça. Vous poussez un bouton, ça avance tout seul. Oui, mais tout à fait, bien sûr. C'est exactement ça. Responsabilité. En plus, on est assis et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Trop facile. Les gens se jettent. Allez, on roule dessus. Non, mais on vous connaît, voilà. T'es petit malin. Et ça se plaint pour les retraites. Et ça... Ouais, bah oui, bien sûr. Ça fait grève et ça prend les gens en otage. Oui. Prendre les gens en otage, c'est la pire expression que je puisse entendre dans les médias dans ces cas-là. Il y a des gens qui se battent pour leurs droits. On peut le dire comme ça aussi. On est d'accord. Je me sens bien dans cette émission, David. Mais toi, je me sens bien. C'est plutôt normal que tu sois content qu'on protège ceux qui ont le droit de grève quand même. Parce qu'on a Nemo à distance, un Nemo du podcast à gauche toute. C'est vrai qu'il faut que je te présente. Comme tu n'es pas sur place, je t'ai dit, je risque de t'oublier. Et si seulement je pouvais t'oublier, ça serait bien parfois. Ne t'inquiète pas, je suis juste 130 kilos de bonheur. D'accord. Du coup, c'est bien qu'ils soient pas là. Vous voyez, on aurait manqué de place. On aurait mis plus de canapés. Bon, on va faire un petit tour de table. Moi, je veux savoir pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Quel est votre lien justement avec l'autisme? Alors, ça va faire pleurer dans les chaumières, donc je veux des dons parce que les larmes, ça coûte cher. On va peut-être commencer par la personne qui est à distance à ce moment-là, avant que je l'oublie. Ah, c'est qui? Bah, du coup, c'est le 130 kilos de toi. Non, bah, moi, je suis là. Pardon, tu vois, je m'étouffe. Mon petit frère est autiste, tout simplement. Donc, je suis concerné depuis maintenant 29 ans, parce que il en a 29. Et voilà, c'est déjà pas mal, la famille. C'est généralement comme ça que les gens sont touchés par la cause, quoi. Malheureusement, puisque comme c'est une cause qui reste assez méconnue, mais ça, je suppose que vous en avez déjà largement parlé. Si t'es pas touché, soit par tes amis ou par ta famille, c'est difficile d'en savoir vraiment beaucoup. Ouais. C'est parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est ça qu'on oublie quand on dit que on s'occupe pas des enfants autistes. Certes, c'est vrai, mais on s'occupe si on s'occupe pas d'un enfant autiste, on s'occupe pas de sa famille non plus. Oui. Et elle aussi, elle est impliquée dans sa vie. Famille proche, et puis les familles les amis, proches, etc. Tout, ouais. Voire même les écoles, parce qu'il y en a certains qui sont scolarisés puis déscolarisés. Du coup, c'est toute une école qui est impactée. D'où le concept d'Espoir Autisme 94, justement, de leur donner accès à une école. Ouais. C'est ouf de se dire qu'il faut construire des écoles nous-mêmes pour ces enfants. Oui. Ça paraît simple dit comme ça, mais en réalité, ça cache beaucoup de choses. Parce que je pense que dans la tête de beaucoup de gens, l'autisme, c'est un mot qui désigne une maladie, comme tu pourrais avoir la migraine ou ce genre de truc. C'est un truc précis, alors qu'en fait, non. Chaque cas est tellement différent. Je lisais d'ailleurs en venant hier que c'était Elon Musk qui disait je peux guérir l'autisme en mettant des implants dans la tête des enfants. Et tu fais, mais tais-toi à un moment donné, arrête de dire des conneries. Et puis surtout, au bout d'un moment, est-ce qu'on imagine que pour une certaine maladie, je ne sais pas, n'importe laquelle, en imaginant une rhinopharyngite, les patients et les familles des patients doivent construire eux-mêmes l'hôpital? Je pense pas. C'est vrai. Tu vois qu'on a bien fait de t'appeler. Merci pour ce petit coup de blues. Du coup, on a un gilet jaune qui va aller occuper les ronds-points. Yetcha. Gilet jaune. Ça sera plus simple. Gilet jaune, j'aime pas trop, mais bon. T-shirt jaune. Fallait pas t'habiller comme ça en même temps. Tu cherches la merde. C'est pas un gilet, c'est un t-shirt. C'est Etis, c'est ça? C'est Etis le podcast. Surtout aujourd'hui. T-shirt jaune alors. Ah oui, parce que Yetcha, c'est un malin. Il a prévu 2 badges. Ouais, il a prévu 2 badges. Selon comme il s'habille. Exactement. Bon, ton lien avec l'autisme, toi? Mon lien avec l'autisme, en fait, j'ai découvert assez récemment que en fait, je souffrais du syndrome d'Asperger. Ok. Voilà, donc c'est ça mon lien principal. Je développe tout de suite ou Oui, on peut expliquer aux gens ce que c'est, parce que là encore c'est un mot qu'on entend beaucoup, mais... Alors je suis désolé, j'ai pris des notes, parce que j'ai besoin toujours d'avoir des notes. J'ai pris beaucoup de notes, mais je lis pas tout. En fait, le syndrome d'Asperger, alors qui est plus appelé comme ça en fait depuis 2015, il me semble, ça fait partie des troubles du spectre autistique. Voilà, mais bon, on va continuer de parler pour plus de... commodité du syndrome d'Asperger qui parle plus, on va dire, aux gens en général. Alors le syndrome d'Asperger, en fait, c'est des personnes qui présentent donc certains déficits dans 3 choses qui sont dans 3, comment on appelle ça, je trouve le terme, c'est pas grave. Ça se caractérise en fait par essentiellement une altération de la communication verbale et non verbale. L'altération
qualitative des interactions sociales réciproques et des intérêts restreints. Donc c'est des choses qu'on trouve dans l'ensemble des troubles du spectre autistique. Donc on retrouve ces facteurs-là chez les personnes qui souffrent du syndrome d'Asperger. Un autre spécificateur du trouble d'Asperger, du syndrome d'Asperger, c'est sur le plan sensoriel. On a des hypersensibilités à certains stimuli par rapport aux différents sens, que ce soit le goût, l'odorat, etc. Et moi, en fait, j'ai découvert ça un peu par hasard parce que j'ai une amie à moi qui un jour était en train de faire un travail sur le syndrome d'Asperger, elle se renseignait un petit peu, et puis elle me dit, après avoir lu pas mal de choses, elle m'a dit, mais ça c'est du Vietcha tout craché, quoi. En fait, c'est toi. Alors moi, je ne m'étais pas jamais posé la question, et puis du coup, j'ai creusé un peu le truc, et j'ai vu qu'en effet, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui, dans les témoignages que j'avais pu lire ou regarder en vidéo, des choses qui me rappelaient un petit peu mon quotidien depuis que je suis petit, en fait. Du coup, j'ai fait des tests. Alors, c'était pas des tests médicaux officiels, c'est des tests que j'ai pu trouver sur Internet. Alors, c'est des choses qui ne sont en effet pas diagnostiquées de manière médicale, mais ça permet d'orienter un petit peu, de savoir si on est plus ou moins près, entre guillemets, du syndrome d'Asperger. Alors, c'est des tests qui sont, j'en ai fait 2 différents, ceux que j'ai trouvés étaient notés sur 40, je ne sais pas si c'est une norme ou pas. Moi, j'ai fait des réponses le plus honnêtes possible à ce test, et j'ai fait un test, j'ai fait 38, l'autre j'ai fait 37 sur 40. Alors, j'ai vu le résultat, je me suis dit, ça fait beaucoup, mais je vais demander à des amis, à des proches de faire le même test, afin que je me rende compte un petit peu de la différence par rapport à moi. Donc je m'attendais à ce qu'ils aient quand même des scores assez élevés, et ils étaient tous entre 2 et 5. Et là je me suis dit, ah oui, j'ai quand même fait un gros score. Du coup j'ai creusé un peu la question en voyant d'autres témoignages, et vraiment il y a des choses qui m'ont rappelé mon enfance et qui me rappellent mon quotidien dans plein de cas différents. Par exemple, je pourrais avancer les hypersensibilités, par exemple au bruit. Il y a des sons stridents que je supporte vraiment pas. Par exemple, l'exemple classique, c'est le train qui freine aux gares. Je ne supporte pas ce bruit. Il faut vraiment que je me bouche les oreilles parce que ça me rend assez dingue, en fait. Je supporte pas le bruit. Ça provoque quoi exactement? Ça m'agresse. C'est nerveux? Ça m'agresse, ouais. Je me sens transpirer, je me sens pas bien, je me sens vraiment agressé, pénétré vraiment par le son. Il y a la même chose avec tout ce qui est sifflement de certains appareils, qui parfois certaines personnes ne les entendent pas, mais moi je les entends, ça me rend fou. Tout ce qui est aigu finalement. Oui, plutôt les sons aigus, en tout cas pour moi. J'ai des hypersensibilités à tout ce qui est odorat. Alors les odeurs très fortes comme le café par exemple, c'est quelque chose qui me donne des nausées en fait. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aime le café. Alors moi, je ne peux pas en boire, je ne peux même pas le sentir. J'ai une torréfaction qui est pas très loin de chez moi et c'est un vrai problème quand ils ouvrent leurs portes parce que je suis direct, dès que je sors de chez moi, je sens cette odeur de café qui est très agressive et qui me donne envie de vomir. Donc il y a cette sensibilité-là, tout ce qui est les goûts qui sont liés à l'amertume notamment, qui sont très compliqués pour moi à appréhender. J'ai une sensibilité à la lumière également, les lumières trop fortes. Alors, là, vous pouvez me dire, il y a beaucoup de lumières fortes, mais disons que je m'y suis habitué dans le sens où je suis rentré progressivement. Les lumières, il y a eu, ça a été progressif. Ça n'a pas été une exposition directe. Voilà, c'était pas brutal. Okay. Par contre, l'exposition brutale du matin où vous êtes dans une chambre, vous dormez, il fait nuit. Ma femme aime bien que tous les volets soient fermés, que les rideaux soient fermés, que ça soit le noir complet, et que le matin elle allume la lumière d'un coup. Moi, ça m'agresse mais énormément. Ou quand tu sors d'un endroit style cinéma, machin. Voilà aussi, ça c'est très dur. C'est vraiment une agression physique. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime bien dormir les volets ouverts, les rideaux ouverts, parce que la lumière du soleil est progressive le matin et moi je me sens moins agressé par des choses comme ça. Après, le principal problème dans le syndrome d'Asperger, c'est les relations. Alors c'est vrai que c'est les relations de groupe en fait. Moi je suis plus efficace quand je suis seul, mais en groupe c'est plus compliqué. J'ai toujours préféré le travail seul depuis que quand j'étais étudiant, quand il fallait faire des travaux, rédiger des rapports ou autres en équipe. Moi ça me posait vraiment un problème parce que j'avais l'impression de ne pas être efficace, de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir où me mettre.
et je préférais vraiment être seul. Dans le sport, ça a été la même chose. J'ai pratiqué un peu plus jeune, j'ai pratiqué un peu le basket et puis le handball. Mais en fait, très vite, j'ai lâché ces sports-là parce que le sport d'équipe ne me convenait pas. J'ai eu, au contraire, une belle carrière en athlétisme où là, pour moi, c'était vraiment un sport individuel où on se battait avant tout contre soi-même. Finalement, tu te renfermes ou tu t'auto-renfermes. Complètement, mais je me sentais mieux dans un sport comme ça, individuel. D'ailleurs, lorsque j'ai fait des compétitions qui n'avaient pas vraiment d'enjeu, ça c'est des choses, ce que je raconte, c'est des choses dont je me suis rendu compte après coup, pas forcément sur le moment, mais par contre, je les ai bien vécu. Oui, c'était comme ça, et puis voilà quoi. Sur les compétitions, il n'y avait pas d'enjeu, des compétitions départementales ou régionales. Généralement, c'est là que je battais mes records, que je faisais des belles performances, parce que les adversaires étaient plutôt loin de moi, ils me gênaient, entre guillemets, me gênaient pas. Et dès que j'étais dans les compétitions de niveau j'ai eu la chance de faire des compétitions nationales et internationales. Là, généralement, je perdais mes moyens avec des adversaires qui étaient plus à mon niveau, et j'avais souvent des contre-perfs. Pour ces problèmes-là, dans mon métier, c'est pareil. Je suis masseur-kinésithérapeute et en fait, je travaille seul. Je fais du domicile, je ne suis pas en cabinet avec des confrères. Et j'aime en fait travailler seul. Je ne veux pas travailler dans le cabinet. J'ai déjà essayé, ça ne fonctionne pas. J'ai déjà travaillé à l'hôpital en équipe, ça ne fonctionne pas. Moi, je ne me sens pas bien. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai des difficultés dans le relationnel parce que c'est vrai que je me sens bien seul. C'est d'ailleurs une opposition avec ma femme parce que elle aime être beaucoup entourée quoi. Et elle comprend pas que moi parfois j'aime être seul, je veux pas aller à des soirées par exemple parce que en fait je préfère être seul quoi. Bon ça peut poser parfois c'est un des cercle problèmes, vicieux parce qu'à force de t'enfermer toi-même, tu as plus de mal à aller vers les autres ou tu as plus de on va dire comment dire ça, t'es moins à l'aise en fait. Donc ça te stresse, donc tu as encore moins envie d'aller vers les autres, etc. Peut-être, mais je le ressens pas du tout comme une souffrance. Autant les hypersensibilités que j'ai citées tout à l'heure, c'était des vraies souffrances, ce sont des vraies souffrances, autant le fait d'être seul n'est pas une souffrance. Au contraire, c'est un plaisir. Alors c'est vrai que là, je suis loin d'être seul, on est nombreux, mais une autre particularité d'ailleurs des gens qui souffrent d'Asperger, c'est d'avoir des intérêts restreints. Et c'est vrai que j'ai 200-300 d'intérêts. Alors, ça se recoupe avec beaucoup de gens ici, les jeux vidéo, le cinéma, la drogue, faut le dire. Des choses comme ça. Et on a tendance, moi je sais que dans des réunions, je peux parler très longtemps d'un sujet qui me passionne. Ne pas me rendre compte, peut-être comme c'est là le cas maintenant, que les autres en fait ça les intéresse pas et qu'ils en ont ras-le-bol de m'entendre parler, mais sans moi m'en rendre compte. Je perçois pas les signes extérieur de la personne qui va me dire bon bah j'en ai un peu marre que tu parles tout seul parce que voilà, quand quelqu'un me parle, si le sujet m'intéresse pas, en fait très vite je vois que je me rends compte, je décroche complètement. Quand je lis un livre, c'est la même chose. J'ai mon esprit j'ai beaucoup de mal à lire parce que très vite mon esprit part ailleurs. J'arrive plus à me concentrer et je lis 2, 3, 4 pages et puis au bout d'un moment je me dis mais qu'est-ce que j'ai lu quoi, je reviens en arrière. Je relis, je me rappelle de rien. C'est parce que en fait mon esprit part complètement. Il y a aussi ce manque de concentration qui est compliqué à gérer en fait. Ok, d'accord. J'ai une question. Pardon, oui, vas-y. J'ai une petite question. Avant que tu disais que tu avais passé un test pour quand tu étais tombé dessus, etc., pour vérifier ta condition entre guillemets. Mais avant de passer ce test et te rendre compte de ta situation telle qu'elle est actuellement. Comment tu vivais en fait les différentes choses que tu as décrites? Tu te pensais hypersensible, etc. Comment tu vivais ça au quotidien? Comment tu te qualifiais ça en fait? Pour que des personnes qui nous écoutent, qui pourraient avoir les mêmes choses, pourraient se dire bah, moi aussi peut-être qu'il faut que je me renseigne un peu plus. Quoi. Bah, en fait, je le qualifiais pas vraiment, mais par contre je le ressentais par rapport aux autres personnes qui me disaient t'aimes pas le café, t'aimes pas l'odeur, t'es chiant, tu bois pas l'alcool, parce que je bois pas l'alcool non plus, c'est des choses qui sont assez fortes, moi ça m'agresse beaucoup, t'es un rabat-joie, tu veux souvent rester seul, pareil t'es un rabat-joie, j'ai un côté aussi hyper strict sur certaines choses, pareil ça peut être une spécificité des gens qui souffrent d'Asperger, c'est être extrêmement respectueux des règles en fait. Et je peux être très très rigide sur certaines choses et je le suis particulièrement avec le code de la route par exemple. Je suis, si vous me suivez un jour
Alors je fais de la moto, je fais une voiture, je roule aussi en voiture, mais quand je dois rouler à 50, je roule à 50 quoi, parce que c'est 50, c'est pas 45, c'est pas 55, je roule à 50. C'est un côté rassurant. Et, alors c'est un côté rassurant, oui, mais le problème c'est que les gens qui sont autour de moi, ça les énerve. Ça les énerve. Quand il y a une zone 30, je roule à 30. Et 30, on a tous roulé à 30, j'espère. Dans les zones 30, on n'avance pas. Hein. Non, on est clair. Hein. Non. Moi, plusieurs fois, je circule à moto toute la journée par rapport à mon boulot. J'ai déjà eu des voitures derrière moi sur des grandes avenues où moi je suis à moto, je suis au milieu de la voie, je roule à 50 parce que c'est comme ça. Des voitures qui me klaxonnent, qui me dépassent après et qui me disent mais qu'est-ce que tu fous, t'avances pas, j'ai jamais vu un motard qui se traînait comme ça à 50. Je dis merde, c'est le code de la route quoi. C'est pas pire que moi je suis venu par autoroute ici. C'est pas pire que voilà, tu doubles, t'es déjà un peu plus que la limite. T'as des gens qui se ramènent à fond, qui te font des appels de phare, genre, ça va te faire disparaître complètement. Voilà, je préfère quelqu'un qui roule doucement, un malade qui en a rien à foutre, c'est route mouillée, neigeuse et qui. Mais en fait, ton témoignage, il est méga important. En fait, déjà, merci de l'avoir fait parce que tu dis, voilà, on peut être quelqu'un qui est considéré, entre guillemets, comme un rabat-joie, alors qu'en réalité, t'es pas un rabat-joie, c'est juste qui tu es, mais il peut y avoir des raisons, des explications, etc., et qu'il faut pas hésiter à chercher, en tout cas. Bah oui, que je ne savais pas et que j'ai compris, justement, depuis moins d'un an, hein, c'est vraiment très récent. Je reviens un peu en arrière sur ma vie et je comprends mieux plein de choses. Et ça a aidé aussi mon entourage, qui est au courant de ça aussi maintenant, à comprendre certains de mes comportements parfois et du coup à être peut-être un peu moins agacé en se disant bon, il a un syndrome d'Asperger, c'est voilà, un trouble du spectre autistique, donc on comprend mieux qu'il fasse comme ci ou comme ça. Je vais arrêter de parler après, mais juste donner un exemple, en fait, c'est vraiment une chose dont j'ai eu le souvenir toute ma vie. C'est lorsque j'avais 7-8 ans, on est parti en vacances avec mes parents, ma soeur, bon, voilà. Et vous savez, quand on est enfant, on a toujours les derniers trucs à prendre au dernier moment, les trucs qui vont pas servir, hein, mais bon. Je passais mon temps à aller chercher des choses supplémentaires dans ma chambre, et puis mes parents, allez, faut y aller. Et en fait, en dernier, j'ai tiré un tiroir de ma chambre pour prendre un livre, une bande dessinée, quelque chose comme ça. Et en fait, j'étais tellement pressé, mes parents étaient en train de s'agacer, que j'ai pris ce livre et j'avais bien empilé. Alors je suis un peu toqué aussi par rapport au rangement, etc. Ça fait partie aussi du syndrome. Et j'avais déplacé en fait dans ce tiroir le livre du dessus de la pile, juste en dessous de celui que j'avais pris. Il avait été décalé un petit peu. On est parti 15 jours. J'ai pensé qu'à une chose, c'est ce livre qui était de travers. Parce que j'étais tellement pressé par mes parents que j'ai fermé le tiroir et je suis parti, quoi. Ouais. Et j'ai pensé à ça toutes les vacances, à ce livre qui est de travers. On est rentré à la maison, la première chose que j'ai faite, sans enlever mes chaussures, sans enlever mon manteau, je suis monté dans ma chambre, j'ai ouvert mon tiroir, j'ai remis le livre correctement. Okay. Et ça, je m'en souviens, mais comme si c'était hier, quoi. Très bien. Voilà, non mais je vois que ça hoche de la tête. Ah ouais, mais là, après, alors parce que ça parle. Dans le syndrome d'Asperger, tout le monde n'a pas. Le côté règlement, c'est incroyable. N'a pas de je viens de faire un parallèle incroyable. C'est vrai que ça parle là aux 4 personnes à côté. Depuis tout à l'heure. Je vais laisser parler. Non, mais c'est juste que j'ai l'impression que ça leur parle, alors que c'est pas forcément le même syndrome. Je sais pas. Allez-y, dites-nous pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Vous acceptez de parler. Nous, Natacha et moi, on est parents d'un petit garçon de 9 ans qui est donc autiste Asperger. Et là, ce que vient de décrire Yatcha, on reconnaît notre fils de A à Z en fait. D'accord. C'est Axel tout craché. C'est les mêmes, exactement. Eh bien, c'est votre nouveau fils. J'espère que vous êtes content. Bienvenue à la maison, mon petit. Merci. À mon avis, tu vas te marrer. Faites des dons pour son éducation, il y en aura besoin. Vous pouvez nous en dire un peu plus, peut-être? Oui, bah nous, en fait, on a eu un petit garçon en 2010 et très vite, on s'est aperçu qu'il était différent. En fait, on s'en est très très vite aperçu. Je crois qu'il devait avoir 6 ou 7 mois quand on a commencé à vraiment se poser des grosses questions. Sauf qu'il a été diagnostiqué qu'à 4 ans. Oui. Parce qu'on a vu 5 pédopsychiatres qui nous ont tous traités de menteurs. Et qui nous ont pas cru. Qui nous ont dit mais votre enfant est tout à fait normal, alors qu'on savait très bien que... Axel, il passait son temps à ouvrir et fermer des tiroirs. Oui. On passait derrière lui, on ouvrait une porte. Si c'était pas lui qui la refermait, il allait la rouvrir pour la refermer. Ouais. Et il faisait des crises de colère. Alors pourquoi cette réaction de la part des psychiatres, des pédopsychiatres? Parce que, je ne sais pas, par mes connaissances. Enfin, nous, on n'a jamais lâché la chose. Moi, tout de suite... Alors ça, Bruno peut en attester. C'est moi la première qui ai parlé d'autisme et qui en ai parlé très vite.
Oui, c'est vrai. Et après, j'ai jamais décroché de ça. Et c'est vrai qu'Axel, en fait, alors ça vient peut-être de. Enfin, malheureusement, je me suis aperçue il y a quelques semaines que ça vient un peu de moi parce qu'en fait, moi, je suis alexithymique. C'est-à-dire que j'ai les mêmes difficultés qu'Yetcha, mais uniquement sur les codes sociaux. D'accord. Parce que je n'identifie pas les émotions, ni les miennes, ni ceux des autres. Mhm. Tous les autistes sont alexithymiques, mais tous les alexithymiques ne sont pas autistes. D'accord. Voilà, ok. moi je suis que alexithymique, mais c'est aussi peut-être pour ça que mon fils, lui, est autiste. Ça fait partie du spectre. Ça fait partie du spectre autistique en fait, sans être vraiment reconnu comme de l'autisme. Et je sais plus où je voulais en venir. Les signes quand il était Ouais. bébé, Voilà. enfant. Mais c'est important, je trouve, c'est bien de parler de spectre autistique. Oui. Oui. On va y Parce qu'en revenir, fait, mais oui. il y a en fait, il y a autant d'autistes que d'autisme en fait. Chacun est totalement différent. Ouais. Et c'est vrai que Axel, il a comme moi cette facilité à s'adapter à son monde extérieur. Donc comme il apprend par imitation, il y a des moments où les symptômes disparaissent. Parce D'accord. qu'il apprend en imitant les Et autres. c'est une autre imitation. C'est une imitation et c'est en fait son moyen de détournement en fait. Ouais, ouais. Il arrive à se rassurer en imitant les autres. D'accord. Alors qu'en fait il comprend pas ce qu'il fait, mais il imite. Donc on a passé quand même plusieurs années à se dire ouais mais ça il le faisait mais ça il le fait plus. Alors est-ce que c'est vrai, Et puis quand on n'avait qu'un enfant. Donc quand on nous a dit non mais en fait c'est vous qui surréinterprétez, enfin c'est pas vrai. Au bout d'un moment, on y croit, malheureusement. Et ça ne doit pas être évident à entendre. Non, parce qu'une fois c'était moi le problème, une fois c'était Bruno. Oui, voilà, c'est ça. Non, puis on nous disait qu'on soit qu'on mentait, voilà. soit qu'on le couvait trop, que c'était juste parce qu'il était. Parce qu'il faisait beaucoup de crises aussi, il pleurait beaucoup, il hurlait beaucoup, il n'a pas fait ses nuits avant 4 ans. Mais bon, on nous disait, vous l'écoutez peut-être un peu trop. Un peu trop voilà. chouchouté, quoi. Voilà. Ouais. Et du coup, c'est grâce à la directrice de la maternelle, parce qu'il a quand même été donc, scolarisé tout à fait normalement, qui un jour nous a convoqués et nous a dit Axel a une différence, on ne sait, je ne sais pas, mais il a une différence. Essayez quand même de voir, déjà en psychomotricité, il est un peu gauche, ça se voit, il a une différence. On a été voir une psychomotricienne qui voit toujours actuellement. Oui. Ça fait plus de 5 ans qu'il la voit. Et c'est elle tout de suite qui nous a dit chercher du côté de l'autisme. Parce qu'elle a vu les stéréotypies. À l'époque, il regardait, on était tout petit, il regardait beaucoup d'Aura. Et des phrases de dessins animés qu'il entendait, il les répétait tout le temps. Il pouvait discuter avec, vous pouviez échanger avec lui, mais dès qu'il était dans sa bulle, il répétait des phrases en boucle. Ouais. Et elle nous a dit chercher de ce côté-là. Et c'est comme ça qu'on a voulu le faire dépister. Il a fait donc de l'hôpital de jour à Robert Debré, l'hôpital Robert Debré. Et puis le diagnostic était posé, il était Asperger, autiste Asperger. Ouais. Mais il a fallu en venir jusqu'à... il a fallu croiser la bonne personne. Voilà. C'est-à-dire qu'on nous a traités de menteurs pendant des années. Ça met le doigt sur quelque chose d'important. C'est que aujourd'hui, on parle de la méconnaissance des parents, mais aussi la méconnaissance de la médecine en général. Tout à fait. En fait, on n'écoute pas assez les parents. Parce que nous, on connaît notre enfant. On a su mettre le doigt sur un truc qui, pour nous, n'était pas normal. Mais après, je veux dire, même moi, mes propres parents me disaient, mais en fait, non, c'est vous. Il est normal, en fait. C'est juste qu'il est un peu caractériel. Alors que non, nous, on sentait vraiment qu'il y avait quelque chose. Peut-être que le fait que des pédopsychiatres vous aient dit ça, les a eux aussi confortés dans leur idée. Voilà. Mais quand on y pense, c'est terrible parce que ça se joue à pas grand-chose. On n'aurait pas ce qu'on habitait en Essonne, justement là où on est en ce moment. À l'époque, on a déménagé dans le 77 et tout s'est enchaîné. On a rencontré des bonnes personnes. Il y aurait pas eu cette directrice d'école qui était vraiment formidable, cette psychomotricienne qui est aussi vraiment excellente. On aurait pu tourner en boucle comme ça pendant des années avec des pédopsychiatres ou d'autres personnes qui nous auraient dit non mais vous l'écoutez trop et voilà quoi, c'est juste un enfant colérique et surtout en fait le système a horreur de se remettre en question, le système médical a horreur de se remettre en question, et quand des parents arrivent, nous on pense que c'est ça, c'est tout de suite vu avec beaucoup de mépris,
c'est pas tout le monde, hein. Il y a beaucoup de médecins qui font extrêmement bien leur travail, mais il arrive parfois, alors c'est moins le cas à présent, mais peut-être que c'était le cas au moment où ça vous est arrivé à vous, où il y avait parfois un enchaînement qui se mettait en branle, et on a vu des parents qui sont allés jusque devant le juge pour arriver à faire reconnaître les syndromes autistiques de leur enfant. Donc il y avait un vrai déni de la maladie, ou en tout cas une vraie méconnaissance au mieux, ce qui empêchait une prise en charge rapide, parce que la prise en charge rapide des personnes qui montrent des syndromes autistiques, c'est fondamental pour leur éducation, et aussi pour qu'elles aient accès à une certaine, on va dire, un certain bonheur de vivre ensemble, quoi. Oui, tout ça, on peut confirmer, parce que depuis qu'Axel a été pris en charge, alors il a fallu mettre en place un certain nombre de choses à la maison, et alors ce que je trouve assez, nous à l'époque c'était comme ça, c'est qu'en fait tout ce qu'on a mis en place à la maison, on l'a fait nous-mêmes. C'est-à-dire par exemple on a mis en place un tableau avec des pictogrammes. Les pictogrammes, je les ai fait moi en me basant sur des imagiers qu'il avait quand il était bébé, où j'ai découpé les images, où je les ai fait plastifier avec, j'ai mis des trucs magnétiques derrière pour pouvoir faire un tableau pour qu'il se repère dans le temps, parce qu'il se repérait pas dans le temps. On a encore à l'heure actuelle une fiche qui lui décrit comment se laver pour qu'il se lave tout seul. Mais tout ça, on n'y a pas accès. En fait, la plupart des parents, c'est de la débrouille. On doit se débrouiller pour aider notre enfant. Et s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres pays. Voilà. Et surtout, vous devez construire vous-même votre propre expertise de votre enfant. Il y a des choses que vous connaissez sur... moi, je parle de mon frère, mais il y a des choses que je connais sur Benjamin et que mes parents connaissent sur Benjamin. Il n'y a que eux et moi qui peuvent le savoir. Et il y a des personnes qui sont dans la prise en charge, qui sont des personnes formidables. Et ces personnes-là savent qu'il faut dialoguer avec les parents, parce que c'est le seul moyen d'avancer main dans la main pour permettre à la prise en charge de se faire efficacement et sans que chacun se renvoie la balle de qui c'est qui s'y connaît le mieux, quoi. Oui, parce que ce qui est terrible, c'est que même entre professionnels, il y a vous en avez peut-être parlé tout à l'heure, j'étais pas là on n'était pas sur le premier créneau, mais il y a des guerres de clochers aussi entre spécialistes, puisque l'autisme c'est une neurodiversité, et déjà à la base il y a la difficulté de poser le diagnostic, et après il y a les méthodes derrière, il y a des guerres de clochers terribles. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que, tout en le poussant toujours à ce que nous, notre combat, c'est l'école, et puis c'est son autonomie future, on s'est inspiré de plein de petites choses, et on a inventé des choses, nous, au quotidien à la maison. On a fait notre sauce, quoi, nous-mêmes, parce que il n'y a pas de... On se sent complètement perdu entre toutes ces différentes méthodes, ces guerres de clochers, ces spécialistes qui ne sont pas d'accord. Et c'est à nous, ça rejoint ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est à nous de nous en occuper, parce que sinon on se sent complètement seul. Et surtout, votre mission à vous, c'est d'élever votre enfant, c'est de l'aimer, c'est pas de devenir des experts scientifiques de l'autisme, en fait. Et notamment, vous parliez de guerre de clochers, c'est exactement ça. Il y a différentes méthodes, je rentrerai pas dans les détails parce que justement, il faut pas arriver à cette division-là. C'est-à-dire que les personnes qui fréquentent des personnes autistes ou qui vivent dans leur famille, ce qu'elles ont besoin, c'est avant tout de solidarité, d'écoute et de prise en charge, et pas de guéguerre de qui c'est qui a raison entre... voilà. Et l'important, c'est que chacun trouve le bonheur à sa façon, quoi. Et voilà. Après, ce qui est difficile dans l'autisme aussi, c'est qu'il y a encore une certaine forme il y a encore une certaine caste de la population qui croit que c'est une maladie mentale. Oui. Malheureusement, il y a beaucoup de psychiatres qui restent campés sur leur position, comme quoi l'autisme est une maladie mentale et donc on peut en guérir. Mais la MDPH, la première, quand on fait un dossier pour notre enfant à la MDPH en demandant une auxiliaire de vie scolaire et que ce dossier doit être refait tous les ans, parce que alors qu'on ne guérit pas de l'autisme, on vit avec. On apprend à vivre avec, plus ou moins bien. Mais voilà quoi. On demande aux familles des progrès sur la situation de leur enfant, alors que c'est pas des progrès qu'il y a besoin de faire, c'est de la compréhension. C'est ça. Et c'est terrible parce qu'on est obligé de refaire un dossier tous les ans, alors que c'est très lourd. C'est très long parce qu'en plus ils sont submergés de demandes, donc forcément les demandes sont traitées avec un délai qui est totalement aberrant. Et des fois l'enfant se retrouve sur le carreau. Nous, notre fils l'année dernière, il a passé du mois de mars jusqu'au mois de juin sans auxiliaire de vie scolaire.
Sachant que c'était sa 4e. Hein. Sachant que c'était déjà la 4e qu'il avait, alors que Axel, en tant qu'enfant autiste, a besoin d'habitude, a besoin de sécurité. De stabilité. Voilà. Et on ne peut pas lui fournir ça. On peut pas lui fournir. Et il marche beaucoup à l'affectif. Et c'est vrai que là, c'était une AVS qu'il avait depuis plusieurs années. Donc on s'était rebattu comme chaque année, parce que comme si on décidait une année sur deux d'être autiste et pas l'autre. Enfin, bon, c'est invraisemblable. C'est scandaleux et bref, tout avait été revoté, etc. Donc il l'avait encore pour quelques temps et du jour au lendemain, et l'intéressé y compris, l'AVS, c'est très dur pour elle aussi. Non, il n'y a plus d'enveloppe, il n'y a plus de budget. Donc elle se retrouve sur le carreau, l'enfant se retrouve sans... et là, de mars à courant septembre, il s'est retrouvé sans AVS. Et... il n'y a aucune politique vraiment, malgré ces plans autisme. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Quels sont aujourd'hui les leviers qu'on peut actionner? Il n'y en a pas. Associations. C'est à part se battre et insister, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parler à des élus, ce genre de choses. Tant qu'il n'y aura pas une volonté politique forte. Oui, c'est la politique. Au-delà des mots, parce que des mots, il y en a souvent. Voilà, une vraie volonté les plans politique. autisme qu'on a chaque année. Alors après, nous, on compare à notre cas à nous, donc on est peut-être un peu biaisé sur le sujet, mais pour moi, c'est du marketing, c'est-à-dire que la personne qui n'est pas concernée, et la personne qui est en ligne avec nous le soulignait justement, quand on n'est pas concerné, on ne peut pas se rendre compte en fait. Les personnes qui ne sont pas impactées par l'autisme vont entendre tous les ans le plan autisme, tant de sommes déployées. Donc limite ils vont se dire mais pourquoi ces gens se plaignent, il se passe des choses, alors que sur le terrain, et bon, c'est pas à madame bien sûr que je vais la prendre, et la première concernée aussi, c'est que sur le terrain c'est une galère sans nom. Nous on a cette chance que Axel est déjà Asperger, qu'il s'adapte, qu'il travaille bien à l'école, qu'il n'est pas bruyant, il n'est pas perturbateur. Donc, il est même sans AVS, il est toujours à l'école. Il est aimé de ses professeurs, il a ses petits copains, ça se passe bien. Mais combien d'enfants se sont retrouvés encore cette année devant la grille de l'école, qui devaient avoir une AVS, se sont retrouvés sans AVS du jour au lendemain, alors que tout avait été décidé. Et c'est le directeur de l'école qui leur apprend le jour J. Après, bon, on n'a pas le temps de tout détailler, mais c'est vrai que quand on est impacté par l'autisme, et je pense que nous tous ici, on a regardé des reportages, on a lu des ouvrages sur ce qui se passe à l'étranger, et même s'il n'y a pas de solution parfaite, en France, c'est honteux de voir comment on traite nos enfants, le handicap en général. Je trouve que ça en dit long. On est très 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 en retard. Et on a 50 ans de retard sur les États-Unis. Et même sur les pays européens. Mais même on n'arrive même pas déjà à avoir un accord sur le niveau au niveau scientifique mondial, c'est-à-dire que des pays comme l'Angleterre, les États-Unis, la Belgique, etc., ont arrêté de se poser des questions scientifiques sur les traitements. Alors en France, ça existe encore. Au niveau des moyens, les choses sont pas là, et on en arrive encore à dire qu'on a des plans autistes pour les enfants autistes, mais j'insisterai jamais assez sur le courage des parents, le courage de certains directeurs d'école ou de certaines AVS, de certaines AVS, qui prennent à charge ce genre de personnes et qui elles aussi sont affectées par la situation actuelle. Il y a les parents d'enfants autistes, les familles, les amis, tout ça. Ces gens-là font aussi preuve d'un courage que personne ne reconnaît parce que personne ne connaît leur cause. Et aujourd'hui, sans ce genre d'événement tel qu'il a lieu là actuellement, ou sans en discuter même avec des gens, personne ne se rend compte de ce que c'est d'être un parent et d'avoir un enfant dont l'État, dont on pourrait attendre la protection, ne veut même pas regarder en face pour dire je pourrais pas te protéger, je pourrais pas t'aider. C'est complètement dingue. Les situations dans d'autres pays sont pas parfaites, mais la France, vous l'avez dit, le plan autisme, c'est du marketing politique. C'est vrai, il y a quand même des choses qui sont faites parce que bien sûr. Oui, mais après le problème c'est le nombre de places en fait. À chaque fois qu'ils se targuent de faire un nombre de places, c'est toujours 200, 300 places. Oui, mais ils sont 700 000 autistes en France, donc 200, 300 places, c'est bien joli, ça avance dans le bon sens, mais voilà, c'est cotère sur une jambe de bois, quoi. Au bout d'un moment, malheureusement, j'ai travaillé à l'Agence régionale de la santé d'Île-de-France. C'est ce qui a fait que par piston, et ça j'en suis pas vraiment fière, mais on n'a pas eu le choix, on a réussi à faire dépister Axel relativement rapidement quand on a eu besoin de le faire, parce que c'était vraiment du piston, soyons honnêtes. On voit bien les crédits alloués. On a une madame autiste à l'ARS, on a une madame autisme, elle se bat, mais elle ne donne pas les moyens de se battre. Elle n'a pas les moyens de se battre. Voilà. Et le problème, c'est que l'ARS accorde des choses, la MDPH accorde des choses, mais l'éducation nationale ne suit pas derrière.
Et on en vient justement à Espoir Autisme 94 qui est obligé de créer, de faire ce que vous pouvez avec vos propres moyens. Là, le compteur n'avance pas, je suis pas du tout content. Je vais commencer à gueuler. Il faut que ça se bouge un peu là quand même. Personne ne veut de ce coffret urgence et des autres cadeaux. Je suis vert de rage. Mais je vais casser les micros, je vais manger la bonnette. David, honnêtement, s'il y a des gens qui peuvent entendre ce qui a été dit ce soir, ce sera déjà énorme. Ce sera déjà énorme. Et faites passer le message. Faites bien dire aux gens que lorsqu'ils utilisent, ne serait-ce que d'utiliser le terme autisme pour ne désigner des choses que ça n'est pas censé désigner, c'est l'occasion d'en parler aussi. Et voilà. Il faut pas hésiter. Il y a certains politiques qui utilisent ce mot-là comme une insulte. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Ou comme un argument pour voilà. Dont ils se foutent. On entend souvent, mais je vous entends, je ne suis pas autiste. Ça, on l'entend. On l'a entendu. Estrosi, il y a quelques temps aussi, et plein de personnalités, parce que c'est devenu dans le langage courant. Alors, ils s'en rendent pas compte. Moi, quand c'est un responsable politique, je trouve ça gravissime, parce qu'on est censé quand même maîtriser un peu son langage. Mais alors c'est sûr qu'on n'est pas concerné. Peut-être nous, avant qu'on soit concerné, on l'entendait, puis on faisait pas attention. Voilà. Et peut-être que nous-mêmes, on fait pas attention à certains termes qui affectent d'autres handicaps et on se rend pas compte. Donc on n'accuse pas les gens, mais disons que globalement, quand on est parent, pour résumer très brièvement, c'est que si on n'a pas les moyens de prendre en charge, vraiment de s'occuper de son enfant, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que les autistes, il y a énormément de choses qui sont innées chez les autres enfants. Là, c'est un apprentissage permanent. S'il n'y a pas un entourage, s'il n'y a pas une famille qui est là, si elle n'a pas les moyens de s'en occuper, parce qu'il y a beaucoup de parents qui arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs enfants, eh ben, on est seul en fait. On est seul. Voilà. Et condamné. Et heureusement qu'il y a les associations qui sont là. Voilà. Tina, toi, ton histoire, vas-y, Nemo. Oui, juste fini, je vais pas plomber l'ambiance, mais il faut signaler qu'il y a eu des situations dramatiques de parents qui ont été abandonnés avec leurs enfants, et la situation s'est terminée dans les faits divers. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais la situation, elle est grave à ce point. Et les parents, la courage qu'ils doivent avoir pour s'accrocher, c'est incroyable. Les gens n'imaginent pas, vraiment. Et je pense que justement, je vais donner la parole à Tina, qui elle, les parents, toi tu en croises tous les jours. Et chaque année, et de plus en plus. Oui, et je suis maman d'un petit garçon autiste aussi. Aujourd'hui, il a 13 ans. Il a été dépisté très tard, puisque je ne savais pas du tout ce qu'était l'autisme. On me disait, t'es trop petite, il n'avait pas de place pour se développer dans ton ventre, son cerveau a été compressé. Enfin, j'ai eu tellement de choses, j'ai perdu tellement de temps pour mon fils. Aujourd'hui, à regret, puisque comme je disais ce matin, plus on les prend tôt, plus on les stimule et plus ils évoluent. Le mien, j'ai commencé à le stimuler à 8 ans. Donc autant se dire que j'ai perdu 7 ans à passer de psychologue en psychologue, de structure en structure. Il n'y avait pas de place pour lui dans aucune école. Personne ne voulait le prendre, puisque moi, mon fils n'est pas Asperger, il est de bas niveau. Ça veut dire qu'il n'a pas le langage, qu'il a les crises, qu'il ne sait pas s'exprimer. Donc quand il veut quelque chose, il va s'énerver parce qu'il ne sait pas faire. Donc on a créé, avec les années maintenant, il sait s'exprimer, il a une centaine de mots maintenant, alors qu'on nous avait dit qu'il ne parlerait jamais. Donc je me suis acharnée, tous les jours on lui a répété, avec sa tata aussi qui est là aujourd'hui, qui m'aide au quotidien, mes amis. Et on a fait en sorte qu'il parle, qu'il est capable de nous dire j'ai faim, je veux manger gâteau, j'ai mal au ventre, enfin des choses nécessaires dans la vie. Puisque nous, la problématique avec nos enfants, c'est qu'on n'est pas capable de savoir s'ils ont mal, s'ils ne sont pas bien, qu'est-ce qu'ils ont envie, donc qu'est-ce qu'ils vont faire, ils vont s'énerver. Et un instant T, il a soif, il ne sait pas me dire j'ai soif, donc il va tout casser, il va tout envoyer. Il faut que l'information sorte d'une façon ou d'une autre. Exactement, donc on a créé, comme vous disiez tout à l'heure, on a créé des petits pictos, on lui a appris à s'exprimer. Donc dans un premier temps, on a échangé des images. Quand il avait soif, il me donnait son image de l'eau. Voilà, j'ai été formée, j'ai voyagé beaucoup, j'ai été formée par les plus grands, par Caroline Peters, à la méthode ABA. Je ne parlerai pas de méthode parce que moi, tout comme vous, je ne suis pas pour une méthode. Oui. Dans mon école, j'utilise toutes les méthodes. On est pluridisciplinaire, ça veut dire que chaque enfant est pris dans sa particularité et en aucun cas, je vais dire celui-là, 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 je vais les mettre ensemble. On travaille en un pour un. Il y a un objectif par enfant, par jour, par mois. Enfin, on évolue au rythme de l'enfant, ce qui est très important. Puisqu'on peut pas se dire un enfant qui sait faire un puzzle 20 pièces
Un enfant qui fait chez nous des puzzles à peine 2 pièces, on ne peut pas les mettre ensemble, les faire travailler, évoluer ensemble. Et c'est la problématique aujourd'hui de travailler en groupe, en équipe. Chez nous, on se veut une école en 1 pour 1. Donc chaque professionnel, donc chez nous, on a des psychologues, des éducateurs spécialisés, une psychomotricienne, une orthophoniste, une institutrice Montessori, on a un kiné, une ostéopathe, on a une dame qui fait du yoga aussi pour les calmer, canaliser leurs angoisses. Voilà, on a tout ce pôle autour des enfants, on tourne au quotidien, on a des éducateurs sportifs, on fait de l'équithérapie, on les emmène au cheval, on les emmène au cinéma. C'est très important pour moi aussi de les intégrer à la vie. Bien sûr. Donc on les emmène au restaurant, on va au McDo, ils apprennent à demander eux-mêmes leur baguette à la boulangerie. La problématique réelle aujourd'hui des parents d'enfants autistes, c'est se dire qu'est-ce qu'ils vont devenir quand on sera plus là. C'est exactement ça. Parce que tant que nous on est là, il n'y a aucun souci. Moi, mon fils, je vais tout faire pour lui. Ouais. Je vais l'emmener au maximum. Mais demain, je suis plus là. Qui c'est qui va s'occuper de mon fils ? Et qu'est-ce qu'il va devenir ? Voilà. Comment ça va se passer ? Exactement. Donc c'est vraiment la grosse angoisse et d'où l'importance et l'intérêt d'avoir ouvert cette école. C'était de se dire, déjà, en attendant, il va évoluer. Je ne veux pas qu'il évolue tout seul parce que le mien n'était pas intégrable à l'école normale, puisque de très bas niveau, des très grosses crises au début, il mordait, il tapait. Je ne sais pas si Mike, tu te souviens, tout petit, quand l'autisme s'est déclaré, on était en Normandie dans cette petite maison et il commençait à faire du flapping avec les mains et on s'est dit, mince, il est mignon, on en rigolait, on l'a filmé. Jusqu'à ses 2 ans, il parlait normalement et du jour au lendemain, plus rien. Il a perdu son langage, il ne mangeait plus, il n'allait plus vers personne. Et puis j'ai commencé à me dire, mince, il est sourd. J'ai commencé à alerter les gens, à dire, mais mon fils, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais voilà, exactement. Et du jour au lendemain, sans raison aucune. Sans explication. Il ne s'était rien passé de... Voilà. Donc jusque-là, en plus, je vous dis, ce qui était très compliqué, c'est qu'il avait parlé, c'est qu'il mangeait à la cuillère tout seul et du jour au lendemain, plus rien, plus de nourriture. Il ne pouvait plus supporter la cuillère dans la bouche. Donc il allait à la crèche à l'époque, on me l'a rendu en me disant ça va pas, il pleure du matin au soir. Donc je l'ai récupéré, je ne comprenais pas. On a été de médecin en médecin, on a été à l'hôpital Trousseau. On m'a dit Einstein a parlé à 4 ans, vous inquiétez pas, donc c'est de votre faute, voilà, vous êtes petite. C'est terrible ça de culpabiliser les parents. Mais c'est toujours de la faute des parents. C'est toujours de la faute parce des que parents. ça serait pour le cadre médical, ce serait une remise en question qui est très compliquée. Exactement, c'est tellement plus simple de nous accuser. C'est ça. Il y a sûrement aussi la fierté du professionnel qui a fait des années d'études. C'est ça. Ça peut être que ça. Ouais. Oh, ouais, je pense. Et on dit c'est la faute des parents, mais bien souvent on dit c'est la faute de la mère, comme par hasard. Oui, mais c'était de ma faute. C'est souvent ça. Je l'ai eu ce refrain là aussi. Bon là je l'ai encore, mais il se trouve que c'est effectivement un peu de ma faute. Mais je le vis très bien, ça va, il y a pas de problème. Parce qu'il y a quand même, il y a quand même des mères qui ont été... Il y a eu quand même des mères qui ont été accusées d'avoir maltraité leur enfant pour qu'il soit malade et se faire accuser. Voilà. Clairement, oui. Oui, pour qu'on s'occupe de nous. Ouais, je l'ai eu ça aussi. C'est ce qu'on appelle de Munchausen par ascendance. Et vous parlez de ça à un professionnel en Angleterre, ils vous rigolent au nez parce que ça n'existe pas. Clairement. Donc, moi, j'écoutais Tina parler de l'école et en fait, quand elle disait que au final, il s'adapte à chaque enfant, mais en fait, toutes les écoles devraient être comme ça en fait. Oui, mais clairement. Dans un cursus classique. Dans un cursus classique, normalement, tous les professeurs devraient s'adapter à chaque enfant. Ouais. Mais ça demande une formation. Mais tout à fait. Ça demande des moyens. Mais même les auxiliaires de vie scolaire, elles font ce qu'elles peuvent. Elles sont de très bonne volonté et nous, on est tombés sur des gens formidables, mais elles sont pas formées. Elles ont aucune formation. Elles sont pas formées. Donc après, c'est très compliqué de se retrouver. Elles peuvent très bien se retrouver avec un gamin qui est trisomique, comme avec un gamin qui est autiste, comme avec un gamin qui est dyslexique ou dyspraxique. Est-ce que les formations existent ou est-ce que c'est pas justement à force de travailler avec des enfants Mais en fait, il y a des formations. Voilà. Au sein de l'éducation nationale, tu veux dire ? Non, pour s'occuper d'enfants autistes. D'accord, je pensais qu'il y a vraiment une qu'il y a des formation magique. Je pense pas. Il y en a pas. Il y a tellement de cas différents que c'est vraiment d'être en contact en ayant le temps de s'intéresser à un enfant. Ce qui est là encore invraisemblable, c'est que l'AVS, celle qui a le plus suivi Axel, ces derniers temps, elle manquait beaucoup, puisqu'on l'envoyait en formation, parfois une semaine, parfois 15 jours, pour en apprendre plus sur l'autisme, pour savoir comment gérer les enfants. Et puis pouf, après on vous l'enlève.
et on recommence tout le temps à zéro. Tout le temps. En fait, le truc, c'est que l'éducation nationale ne voulant pas faire de CDI, en fait, ils renouvellent trop souvent les AVS, ils sont obligés. Mais du coup, ils n'ont pas le temps de les former parce qu'elles passent trop vite. Et du coup, elles ont 12 heures, il me semble, de formation. Donc autant se dire qu'en 12 heures, apprendre l'autisme et découvrir tous les cas. Enfin, moi, ça fait, j'ai 45 ans, ça fait 13 ans que mon fils est autiste et ça fait 13 ans que tous les jours, je découvre des nouvelles choses. Donc, qu'on ne me dise pas qu'en une formation de 12 heures, on peut former des AVS. Non, c'est impossible. Mais ça en revient... On en revient au même que l'autisme, c'est quelque chose de très précis, c'est toujours pareil. C'est ça. Et voilà, on peut remplacer les gens qui s'occupent des enfants, c'est pareil, de toute façon, c'est la même formation. Dans la tête de ceux qui décident. Juste pour compléter par rapport à la formation des AVS, une petite anecdote. Mon fils a eu pendant très longtemps une AVS, et notamment une qui a fait la rentrée scolaire avec lui et qui, au bout de 6 mois de scolarité, est venue nous voir pour demander « Mais alors du coup, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'il a ?» Mais ça résume tout. Voilà, ça résume tout. Ça fait 6 mois et elle ne savait pas, elle comprenait rien, elle savait pas ce qu'il avait, elle était là avec lui mais elle savait pas ce qu'il avait. Donc c'est incroyable. 6 mois après la rentrée. Mais moi j'ai un ami qui est AVS. Et en fait, il m'expliquait qu'ils n'ont pas accès aux dossiers médicaux des enfants. Et ils n'ont pas le droit de discuter avec les parents. Ils ne peuvent pas savoir. Parce que quand on a voulu lui expliquer, il a dit non mais en fait, littéralement en gros, j'ai pas le droit de parler avec vous. Et c'est quand même, c'est dingue. C'est des directives qu'ils ont. Quelle logique en fait. Ils ont des directives de ne pas discuter avec les parents. J'imagine que c'est pour éviter de nouer des liens affectifs, puisqu'ils savent que du jour au lendemain, ils vont être retirés. Enfin, j'imagine qu'il y a quelque chose. Ces enfants ont besoin de ce lien affectif. C'est ça qui est. Voilà. Ou pour garder une neutralité peut-être vis-à-vis de l'enfant aussi. Oui, mais c'est des enfants qui ont besoin d'être sécurisés. C'est des enfants qui fonctionnent à l'affectif. Et puis un enfant fonctionnera, même neurotypique, fonctionnera toujours à l'affectif. C'est un enfant. Donc à partir de là, comment voulez-vous arriver à faire un travail efficace avec un enfant qui n'a pas confiance en la personne avec qui il est? Bien sûr. Surtout quand cet enfant... surtout quand cet enfant ou cet adulte a une hypersensibilité. Si vous appliquez un traitement très froid à quelqu'un qui est un hypersensible, faut pas avoir fait un bac+5 en psychologie pour voir que ça va pas marcher, quoi. C'est toujours le même problème, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Je vais quand même retenir 2 choses, c'est qu'il faut jamais abandonner. Clairement. Il faut se battre et qu'on n'en guérit pas, donc il faut surtout jamais rien lâcher. Ce qui est un peu moins positif, mais il ne faut jamais rien lâcher parce qu'il y a vraiment, on n'en guérit pas, mais on apprend à vivre avec. Il y a une vraie évolution et par rapport à ce que les médecins t'avaient dit, il parlera jamais, etc. Voilà, comme quoi. Il n'y a pas de. Alors effectivement, on dit pas que c'est facile, mais il y a pas de fatalité. Il y a des personnalités. Alors qu'on s'intéresse à l'autisme, il y a Joseph Chovanec, il y a Hugo Oriot aussi. Des gens qui maintenant un petit peu plus pignon sur rue, qui sont invités dans les médias, qui partaient de très loin. Et qui vous montrent des parcours où on leur disait ils parleront pas. Et avec les parents qui se battent, avec la famille, les gens, les associations, etc., il y a des enfants qui vont très très loin. Mais malheureusement, tous n'ont pas cette chance. Et c'est ça qui est terrible. On en revient toujours aux mêmes causes. C'est qu'il tant qu'il n'y aura pas de choix politiques forts, autant d'enfants de sacrifier, c'est absolument horrible. Puisqu'on pourrait faire beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut encore croire en la politique? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à ceux qui écoutent, puis à d'autres, parce qu'il ne faut pas hésiter à faire passer le message, allez vers les politiques, vers vos politiques, ceux qui vous représentent et qui sont accessibles, et parlez-leur? On n'a pas le choix, c'est eux qui ont le cordon de la bourse, c'est eux qui ont des choses comme ça. C'est difficile à entendre, donc c'est peut-être aussi à nous, c'est un peu facile de le dire, mais d'aller les secouer et de leur dire jour après jour, tous les jours, jusqu'à ce que ça rentre. Mais je pense que c'est ce qui se passe depuis très longtemps. C'est aussi l'administration. Ce qu'il y a de bien quand même, en fait, c'est que nous, je vois à notre niveau quand même, parce qu'Axel, ça fait quoi que 5 ans qu'il est diagnostiqué, on bénéficie du combat des parents d'avant. Oui. Et les parents d'après bénéficieront de notre combat. Et plus on en parle, c'est plus facile en fait. Limite pour nous, on est que pour Tina qui ça fait plus longtemps. Nous, on est arrivé. Il y avait quand même des choses. On commençait à parler de l'autisme, donc c'était vachement plus facile. Mais pour finir sur une note un petit peu positive, moi après je m'arrêterai là. Je sais que Axel, on l'a toujours éduqué dans le sens où il est neuroatypique, ok, mais il est comme les autres. Et un jour, on discutait avec une amie
Et il se retourne vers nous et il fait moi, de toute façon, je ferai tout ce que je veux. Et ça, c'est quelque chose que papa, maman et moi ont appris. Si je veux être cosmonaute, je serai cosmonaute. Et rien que pour ça, on est fiers de lui. C'est une très bonne conclusion pour ce créneau. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie tous. Merci à vous. C'est pas des sujets faciles et c'est très personnel, donc merci beaucoup d'avoir accepté de livrer un petit bout de votre vie ici en public. En direct, on est à 1158 € de dons. Il y a quand même c'est un petit peu monté. Merci. Il y a eu un don. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Les gens dorment. Les gens dorment, mais on va les réveiller juste après. Qu'est-ce qu'il y a qui vient là? Et juste après, c'est Pod Monstre Trésor et c'est alors pour les inciter à rester du coup. Je vais pas spoiler, mais c'est un créneau 18+, on va dire. On est à l'heure où on a le droit. Pourquoi il y a des donc ne partez pas. Exactement, ne partez pas. C'est 18+, ça va devenir très intéressant. Merci. Du coup, moi, je vais raccrocher. Hein. C'est dur d'enchaîner les deux sujets, mais bon. Merci d'avoir été avec nous, Nemo. Surtout que moi j'enchaîne. Merci à vous et bon courage pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Salut.